Dans l'immense panorama du monde antique, rares furent les batailles capables de transformer autant le cours de l'histoire que la bataille de Gaugamel. Livrée le 1er octobre de l'an 331 avant notre ère, sur une vaste plaine ouverte de la Mésopotamie, cette confrontation mit face à face deux univers. D'un côté, l'empire macédonien conduit par un jeune homme qui avait déjà prouvé son génie militaire, Alexandre. De l'autre, le plus grand empire que la planète ait jamais connu jusqu'alors, la Perse de Darius III, rassemblant d'immenses rangées de soldats venus des provinces les plus diverses. Cette bataille ne fut pas seulement un affrontement entre deux armées, mais un véritable tournant dans l'histoire mondiale, car elle marqua l'instant où la balance du pouvoir pencha définitivement du côté grec, renversant des siècles de suprématie perse en Orient et ouvrant la voie à l'expansion de la culture hellénistique sur des régions longtemps dominées par des rois orientaux. L'importance de ce combat dépasse largement la victoire d'une armée plus réduite contre un ennemi numériquement supérieur. Gaugamel est retenu dans les mémoires comme le lieu où l'intelligence stratégique prit le dessus sur la force brute. Ce fut là qu'Alexandre montra au monde que la guerre ne se gagnait pas uniquement avec des effectifs, mais grâce à l'étude du terrain, à la discipline des troupes et à une capacité unique d'anticiper ce que l'adversaire ne pouvait prévoir. Dans un champ soigneusement choisi par Darius pour avantager les vastes lignes perses et leurs chars de guerre, Alexandre renversa la logique de l'infériorité et, par des manœuvres précises, transforma un terrain défavorable en opportunité. Cette bataille reflète également la rencontre de deux civilisations. Jusqu'à ce moment, l'Empire perse constituait le centre d'une civilisation vaste, multilingue et plurielle, qui s'étendait de l'Asie centrale jusqu'aux portes de l'Égypte. Alexandre, pour sa part, provenait de la tradition militaire macédonienne, forgée par son père Philippe II et affinée par des années d'apprentissage sous l'influence de maîtres tels qu'Aristote. À Gaugamel, deux mondes s'entrechoquèrent. L'Orient multiculturel est consolidé face à l'Occident en pleine ascension, cherchant à prouver que sa manière de faire la guerre et de gouverner pouvait être plus efficace et plus durable. Cet affrontement allait modifier à jamais le destin politique, économique et culturel du monde antique. Avec cette victoire, Alexandre ne se contenta pas d'abattre un ennemi. Il anéantit un modèle de pouvoir vieux de plusieurs siècles, inaugurant une ère entièrement nouvelle. Babylone, Suse et Persépolis, cités légendaires et centres du pouvoir oriental, ouvrirent leurs portes aux conquérants. Après Gaugamel, la frontière qui séparait les mondes grecs et perses s'effaça presque totalement, donnant naissance à ce que nous appelons l'hellénisme, une fusion de coutumes, de traditions et de savoirs qui se répandit dans toute l'Asie occidentale. Ainsi, chaque fois que l'histoire évoque Gaugamel, elle ne parle pas seulement d'un combat, elle parle du moment où un jeune homme de seulement 25 ans modifia l'équilibre du monde, devenant maître du destin de peuples entiers. Cette introduction nous conduit à comprendre pourquoi Gaugamel est encore considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands exemples de l'art de la guerre. Il ne s'agit pas seulement de rappeler comment une petite armée parvint à triompher d'une force infiniment plus nombreuse. Il s'agit d'examiner les causes, les choix, les stratégies et les conséquences d'un affrontement qui réécrivit l'histoire politique de la planète. Et tout au long de ce récit, nous allons plonger dans chacun de ces aspects, afin de comprendre comment ce champ de bataille, en cette matinée, devint le théâtre d'une transformation si profonde qu'elle résonne encore plus de 2000 ans plus tard. Pour saisir l'ampleur de ce qui s'est joué à Gaugamel, il faut revenir aux décennies qui précédèrent ce choc et analyser l'échiquier politique qui modelait alors le monde antique. Pendant longtemps, la Grèce se composa de cités-États indépendantes, telles qu'Athènes, Sparte, Thèbes et Corinthe, qui connaissaient à la fois des alliances et des rivalités constantes. Tandis que ces centres urbains prospéraient culturellement et militairement dans le bassin méditerranéen, la Perse, sous de puissantes dynasties, élevait l'un des plus vastes empires jamais vus, s'étendant de la vallée de l'Indus, dans l'actuel territoire asiatique, jusqu'aux côtes de l'Asie mineure, atteignant l'Égypte et la mer Noire. Cette disproportion d'échelle donnait l'image d'une Grèce morcelée en petite puissance régionale face à un colosse oriental. Dès le 5e siècle avant notre ère, ces deux civilisations s'affrontèrent dans une série de conflits connus sous le nom de guerres médiques. Les Perses, sous la conduite de rois comme Darius Ier et Xerxès, cherchèrent à soumettre les cités grecques dans des campagnes marquées par des batailles légendaires telles que Marathon,
les Thermopyles et Salamine. À ces occasions, les Grecs démontrèrent que, unis et bien organisés, ils pouvaient résister à un adversaire beaucoup plus nombreux. Cette résistance forgea un esprit de supériorité militaire, qui demeura vivant parmi les Hellènes et inspira les générations suivantes, notamment celle de Philippe II et de son fils Alexandre. Bien que les invasions perses aient échoué, les Grecs n'oublièrent jamais la menace permanente venant de l'Est, et la rivalité entre ces deux cultures persista comme une blessure ouverte. À la suite de ces guerres, la Grèce s'enfonça dans des conflits internes, notamment la guerre du Péloponnèse entre Athènes et Sparte, qui affaiblit toutes les cités. Cet affaiblissement permit l'émergence d'une nouvelle puissance, la Macédoine. Sous le règne de Philippe II, la Macédoine cessa d'être perçue comme une région barbare par les grandes cités grecques et devint un royaume fortement militarisé, doté d'une armée disciplinée et de nouvelles tactiques de combat. Philippe rêvait d'unifier les Grecs sous son commandement et de les mener dans une grande guerre contre les Perses, à la fois par vengeance et par expansion. Sa mort prématurée l'empêcha de réaliser ce projet, mais il laissa derrière lui une armée remarquablement entraînée, héritée par un jeune prince qui reçut non seulement le pouvoir, mais également l'ambition. À l'autre extrémité de cet échiquier se trouvait l'Empire perse, qui avait atteint son apogée en richesse, mais commençait à montrer des signes de déclin interne. Darius III hérita d'un territoire immense, difficile à administrer, peuplé de peuples divers et soumis à des tensions constantes aux frontières. Bien qu'il disposât d'un nombre presque illimité de soldats et de ressources, la cohésion de l'Empire s'affaiblissait, et la cour perse ne possédait plus la discipline ni la force politique de ses prédécesseurs. Cette fragilité n'était pas visible à première vue, mais elle existait, et Alexandre sut l'exploiter avec habileté. Lorsqu'Alexandre monta sur le trône de Macédoine, il hérita du rêve de son père, conduire les armées grecques au-delà des montagnes et affronter la Perse sur son propre sol. Après avoir consolidé son pouvoir sur les cités-États grecques, il franchit l'Hellespont et en quelques années remporta 2 victoires éclatantes, celle du fleuve Granique et celle d'Issos. Ces succès firent d'Alexandre non seulement une menace militaire concrète, mais un stratège infaillible. Voyant ces territoires occidentaux tomber les uns après les autres, Darius comprit qu'il devait apporter une réponse décisive. C'est ainsi que, sous la pression de l'avancée rapide et audacieuse du jeune roi, il réunit toutes les forces qui lui restaient, venues des 4 coins de l'Empire, pour affronter une dernière fois l'envahisseur. Le lieu choisi pour ce combat fut une plaine ouverte, près d'un village appelé Gaugamel. La rencontre de Gaugamel ne fut donc pas fortuite. Elle représentait l'aboutissement de siècles de rivalité entre 2 visions opposées du monde. D'un côté, un empire colossal, riche et multiculturel, incarnant la tradition de l'Orient. De l'autre, un jeune roi et son armée modeste, mais hautement disciplinée, porteur de l'esprit d'une Grèce unifiée sous un seul commandement. Ce choc n'était pas seulement militaire, il était idéologique. Il signifiait la lutte pour déterminer quelle civilisation aurait le droit d'imposer son influence et sa culture sur l'ensemble du monde connu. Pour comprendre le génie qui se révéla à Gaugamel, il faut revenir aux origines de la vie d'Alexandre, une figure dont la formation réunit de façon rare des éléments militaires, culturels et philosophiques. Alexandre naquit à Pella, capitale de la Macédoine, en l'an 356 avant notre ère. Son père, Philippe II, fut un roi qui transforma la Macédoine, perçue jusque-là comme un territoire arriéré par les Grecs, en une puissance militaire. Sa mère, Olympias, était une femme instruite et profondément religieuse qui inculqua à son fils l'idée qu'il portait un destin extraordinaire. Dès son plus jeune âge, Alexandre grandit entouré de récits de héros comme Achille et Héraclès et fut encouragé à croire que son sang renfermait une part divine. Son père, conscient du potentiel de l'enfant, confia son éducation au plus grand philosophe de l'époque, Aristote. Sous la direction de ce maître, Alexandre eut accès à la philosophie, à la science, à la littérature, à la politique et à l'éthique, apprenant à regarder le monde au-delà de la guerre. Cela façonna un caractère curieux, discipliné et ambitieux. Dans le même temps, sa formation pratique se fit sur les terrains d'entraînement, en observant l'armée macédonienne lors de manœuvres réelles et en accompagnant son père dans des campagnes militaires dès son plus jeune âge. Adolescent, il montrait déjà un leadership, un courage et une intelligence stratégique qui étonnaient des généraux aguerris. À 16 ans, lorsque Philippe partit en campagne,
Il laissa Alexandre chargé du gouvernement. Le jeune homme réussit à réprimer une révolte et à fonder une ville, prouvant qu'il était prêt à assumer des responsabilités d'adulte. Le tempérament d'Alexandre était marqué par une ambition hors du commun. Il ne se contentait pas d'être roi. Inspiré par ses lectures, il cherchait à se hisser au rang des héros mythologiques et des grands dirigeants du passé. Sa proximité avec Aristote lui donna une vision cosmopolite. À ses yeux, le monde était une scène où il pouvait unir des peuples différents sous un même idéal. Ainsi, lorsque son père fut assassiné et qu'il monta sur le trône à seulement 20 ans, Alexandre possédait déjà une clarté de dessein rare: porter la civilisation grecque au-delà de la mer Égée, soumettre la Perse et fusionner les cultures pour créer un empire universel. Dès le début de son règne, il dut affirmer son autorité. Rébellions et menaces internes surgirent, et il y répondit avec rapidité et fermeté, consolidant son pouvoir dans toute la Grèce. Il tourna ensuite son regard vers la Perse, objectif suprême hérité de Philippe. Avec une armée réduite en nombre mais disciplinée et bien entraînée, il traversa l'Hellespont lors d'une campagne audacieuse qui changea le cours de l'histoire. Il vainquit les Perses au fleuve Granique, puis à la bataille d'Issos, où il battit pour la première fois Darius III, le forçant à fuir en abandonnant sa propre famille. Chaque victoire renforçait la confiance et la réputation d'Alexandre. Il n'était pas seulement un chef militaire, il était un stratège capable d'allier audace et planification méticuleuse. Alors que d'autres généraux craignaient d'être encerclés par des forces supérieures, Alexandre voyait des occasions à saisir. Il savait prévoir les mouvements de l'ennemi et exploiter ses faiblesses, comme s'il avançait toujours de plusieurs pas. Cette aptitude se manifesta dans toutes ses campagnes, mais atteignit son apogée à Gaugamel, où il affronta non seulement une armée gigantesque, mais aussi un terrain préparé pour avantager son adversaire. Derrière son ambition se trouvait également un profond désir de laisser un héritage durable. Alexandre ne cherchait pas seulement des victoires militaires, il voulait bâtir un empire capable d'unir Orient et Occident. En lui coexistèrent la rigueur d'un guerrier et la vision d'un chef civilisateur. Chaque nouvelle cité fondée et chaque territoire conquis devenait l'occasion d'introduire des éléments de culture grecque, tout en adoptant certains usages des peuples soumis, créant un mode de gouvernement qui abolissait les frontières culturelles. Cette ambition universelle est l'une des raisons pour lesquelles son nom résonne encore aujourd'hui parmi les plus grands de l'histoire. Ainsi, lorsqu'il arriva à Gaugamel, Alexandre n'était pas simplement un jeune de 25 ans à la tête d'une armée. C'était un homme forgé par des années de préparation intellectuelle, militaire et émotionnelle, un héritier de la tradition macédonienne et porteur du désir de transformer le monde au-delà des limites connues dans sa jeunesse. Et sur ce champ de bataille, tous ces éléments s'unirent pour écrire l'un des chapitres les plus impressionnants de l'histoire antique. Pour comprendre l'ampleur du défi qu'Alexandre affronta à Gaugamel, il est essentiel de saisir qui était Darius III et ce que représentait l'Empire perse à cette époque. Darius III, appelé Kodoman avant son accession au trône, était un noble perse monté sur le pouvoir lors d'une période critique, quand le plus vaste empire du monde commençait à montrer des fissures. Pourtant, en recevant la couronne, il régnait encore sur une étendue sans précédent, de la Libye et de l'Égypte jusqu'aux frontières de l'Inde, en passant par la Mésopotamie, la Perse, l'Asie mineure, le Caucase et les plaines de l'Asie centrale. La richesse de cet empire était légendaire, alimentée par des routes commerciales traversant déserts et mers, contrôlant presque tout le flux des biens précieux de l'Antiquité. L'organisation de l'empire perse reposait sur les satrapies, provinces administrées par des satrapes, dotées d'une certaine autonomie politique et militaire, mais redevables de leur loyauté au grand roi. Cette décentralisation permettait une gestion efficace d'un territoire si vaste, mais créait aussi des vulnérabilités, chaque région possédant ses propres forces armées, ses cultures et parfois ses rivalités. Lorsque Darius III accéda au trône, il dut rapidement réprimer des révoltes et affermir son pouvoir. Malgré ces difficultés, l'Empire restait puissant et capable de rassembler des forces colossales, surtout face à une menace extérieure. Darius III n'était pas un souverain inexpérimenté ni passif. Les récits anciens le décrivent comme un homme courageux, doté d'une forte présence et déterminé à restaurer l'honneur de l'Empire bâti par ses prédécesseurs. Il comprenait qu'Alexandre représentait un danger inédit. Les victoires macédoniennes au Granique et à Issos avaient miné la confiance des troupes perses
et ternit le prestige du trône. Après ces défaites, Darius entreprit de préparer une réponse décisive. Son objectif était d'anéantir Alexandre lors d'une bataille rangée, de s'appuyer sur la supériorité numérique écrasante de son armée et d'éliminer une fois pour toutes la menace occidentale. Pour cela, Darius mobilisa des contingents venus de presque toutes les régions de l'Empire. Des soldats de Babylone, de Médie, de Carie, d'Égypte, de Syrie et même des mercenaires indiens et scythes furent convoqués. Son armée comprenait des chars de guerre dotés de lames fixées aux roues pour trancher les lignes ennemies, ainsi que de la cavalerie lourde et une infanterie innombrable. Certains récits mentionnent même des éléphants venus de l'Inde, chose rare dans les batailles de cette époque. Cette force représentait non seulement la puissance brute, mais aussi un spectacle de diversité culturelle et militaire. Lorsque les troupes perses se mettaient en marche, elles évoquaient un océan en mouvement, capable à lui seul d'ébranler le moral de tout adversaire. À la veille de la bataille de Gaugamel, Darius fit un choix stratégique capital. Il sélectionna un terrain plat, vaste et dégagé, propice au mouvement de ses troupes nombreuses et surtout de ses chars de guerre. Il fit même aplanir le sol afin de créer une arène parfaite pour une attaque frontale. L'idée était simple, utiliser la supériorité numérique pour encercler et écraser l'armée macédonienne en coupant toutes ses voies de retraite. Confiant dans son avantage, il pensait qu'Alexandre ne pourrait ni échapper ni résister longtemps. La confiance de Darius reposait non seulement sur la taille de son armée, mais aussi sur la tradition de pouvoir qu'il incarnait. Pendant plus de 2 siècles, les rois perses avaient imposé respect et crainte à travers tout l'Orient. Des cités entières tremblaient à l'approche de leurs forces. C'était une puissance fondée à la fois sur la force militaire et sur la grandeur symbolique. Pourtant, cette confiance se transforma en excès de sécurité. Darius croyait que la bataille de Gaugamel ne serait qu'un nouvel épisode d'une longue série de victoires perses. Ce qu'il ignorait, c'est que son ennemi portait une intelligence militaire capable de bouleverser le cours des événements en quelques heures. Ainsi, au lever du soleil le jour de la bataille, l'Empire perse était représenté dans toute son ampleur. Des milliers de soldats issus de peuples différents formaient une mer de lances, d'étendards et de chars semblant irrésistibles. En face, un jeune roi de 25 ans, à la tête d'une armée plus réduite mais unie, regardait cette force colossale en sachant que de ce jour dépendrait non seulement la victoire, mais aussi l'avenir de son ambition, unir le monde sous un nouvel idéal. Avant que la plaine de Gaugamel ne soit choisie comme théâtre de la bataille la plus décisive de toutes, 2 victoires avaient déjà fait d'Alexandre une menace réelle pour les Perses, les batailles du fleuve Granique et d'Issos. Ces affrontements n'ouvrirent pas seulement les portes de l'Empire perse aux jeunes rois macédoniens, ils instaurèrent aussi un climat de frayeur qui s'étendit jusqu'à la cour même de Darius III, obligeant le monarque à rassembler toutes ses forces pour un choc final. En l'an 334 avant notre ère, au tout début de sa campagne en Asie, Alexandre franchit le détroit de l'Hellespont et affronta les satrapes perses lors de la bataille du fleuve Granique. À ce moment-là, son armée était modeste, environ 40 000 hommes, tandis que les Perses avaient rassemblé une force plus nombreuse, composée de cavaliers et de mercenaires grecs recrutés pour bloquer l'avance macédonienne. Au lieu de se laisser intimider, Alexandre traversa le fleuve par une offensive audacieuse qui désorganisa complètement les lignes adverses. Sa manœuvre rapide et l'emploi discipliné de la phalange macédonienne ouvrirent une brèche irréparable, et au terme de la journée, les troupes perses étaient vaincues. Cette victoire ne se contenta pas de consolider la présence macédonienne en Asie mineure. Elle envoya un avertissement clair. Alexandre n'était pas un envahisseur ordinaire. L'année suivante, en l'an 333 avant notre ère, eut lieu la bataille d'Issos, et cet affrontement eut un poids encore plus symbolique. Cette fois-ci, Alexandre n'affrontait pas un groupe de satrapes, mais Darius III lui-même, à la tête d'une armée gigantesque. La bataille se déroula sur un terrain étroit, entre la montagne et la mer, ce qui empêcha le roi perse de tirer profit de sa supériorité numérique. Alexandre exploita cette configuration à son avantage, forma une ligne compacte, déplaça ses troupes avec précision et se fraya un passage pour une attaque fulgurante au centre des lignes perses. Au milieu du chaos, Darius perdit le contrôle de sa formation et prit la fuite, laissant derrière lui non seulement ses soldats, mais aussi sa propre famille. L'épouse, les filles et la mère
furent capturés par les Macédoniens. Une humiliation sans précédent pour le roi des rois. La fuite de Darius à Issos eut un impact psychologique dévastateur. Pour la première fois depuis des siècles, le monde vit l'empereur perse, symbole de puissance et de stabilité, abandonner son armée et reculer. Cette défaite ouvrit une brèche dangereuse. Plusieurs régions de l'Empire commencèrent à se sentir vulnérables et même à envisager la reddition. Babylone, Suse et d'autres cités importantes vacillèrent dans leur loyauté. Pour Alexandre, Issos fut plus qu'un succès militaire. Ce fut la preuve qu'il pouvait affronter et vaincre le plus grand empire de la planète, pourvu qu'il sache choisir le terrain et la stratégie adéquats. Cette succession de victoires transforma aussi profondément la manière dont Darius considérait son adversaire. S'il avait d'abord vu en Alexandre un jeune homme téméraire et ambitieux, il comprit désormais qu'il avait affaire à un stratège capable de renverser tout désavantage. Darius tenta de négocier, offrant des richesses et même la main de sa fille en mariage en échange de la paix, mais Alexandre refusa toutes les propositions. Pour le jeune roi, l'heure n'était pas aux concessions. Il fallait porter la guerre jusqu'au cœur de la Perse. Avec Issos, l'équilibre psychologique de la guerre se trouva complètement modifié. Alexandre acquit une confiance absolue dans ses propres troupes, tandis que Darius ressentit la pression brûlante de restaurer son honneur. Sachant que l'Empire pouvait commencer à se fissurer au moindre revers, Darius rassembla une quantité colossale de soldats venus de toutes les provinces et entreprit de préparer minutieusement la bataille qui, selon lui, fixerait le destin de l'Orient. Ce plan culmina dans le choix d'un champ ouvert à Gaugamel, où il croyait que la supériorité numérique pourrait neutraliser toute ruse de l'ennemi. Cependant, le souvenir d'Issos hantait encore l'esprit des Perses. Même face à une mer de combattants, nombre d'officiers savaient que l'homme qui approchait à la tête des forces macédoniennes n'était pas un adversaire ordinaire. Il avait déjà montré qu'il savait transformer l'infériorité numérique en victoire et qu'il possédait une forme de commandement capable d'inspirer ses soldats à accomplir l'impossible. Cette tension devint un facteur décisif dans le comportement des troupes le jour de la bataille. À chaque kilomètre parcouru par l'armée d'Alexandre, la crainte grandissait dans le cœur de Darius. La défaite ne signifierait pas seulement la perte d'un territoire, elle marquerait la fin d'une époque, l'effondrement de l'empire le plus puissant de l'Antiquité. C'est pourquoi la préparation de Gaugamel devint une question de survie, non seulement pour un roi, mais pour toute une civilisation. Après la victoire d'Issos et la retraite humiliante de Darius III, Alexandre savait que l'affrontement décisif ne tarderait pas. Entre la fin de cette bataille et l'arrivée à Gaugamel, un long intervalle s'écoula, marqué par d'immenses déplacements, la prise de cités et une préparation stratégique qui transforma la campagne en véritable course d'endurance. Ce chemin parcouru durant presque 2 années fut déterminant pour renforcer la confiance des Macédoniens et affaiblir moralement l'ennemi. Après la fuite de Darius, Alexandre concentra ses efforts sur la conquête des centres de pouvoir perses à l'ouest. Il entra triomphalement dans des cités légendaires telles que Damas, Tyr et Gaza, affrontant de longs sièges éprouvants, surtout celui de Tyr, qui dura 7 mois et révéla l'obstination du jeune roi. Dans le même temps, il se dirigea vers l'Égypte, où il fut accueilli comme un libérateur par un peuple lassé de la domination perse. C'est là qu'Alexandre fonda la cité d'Alexandrie et consolida son image de souverain non seulement guerrier, mais aussi civilisateur. Ces conquêtes lui permirent d'assurer ses lignes de ravitaillement, d'accumuler des richesses et de sécuriser l'arrière avant de se tourner vers le cœur de l'Empire perse. Ce n'est qu'après cette consolidation qu'Alexandre reporta de nouveau son attention sur Darius. En l'an 331 avant notre ère, il entama une longue marche vers la Mésopotamie, franchissant déserts, fleuves et plaines, à la tête d'une armée déjà aguerrie aux conditions extrêmes. Cette traversée fut une épreuve de résistance pour tous, car même après des années de campagne, Alexandre maintenait une discipline de fer dans ses rangs, pas de pillage désordonné, pas de désobéissance. Il comprenait que, pour affronter un ennemi si nombreux, aucune faille ne devait entamer sa propre organisation. Du côté perse, pendant ce temps, Darius mettait à profit ce répit pour préparer le champ où il comptait vaincre définitivement Alexandre. Il choisit la plaine proche de Gaugamel, un terrain ouvert et ample qui permettait l'emploi maximal de son atout majeur, la supériorité numérique et les chars de guerre munis de lames fixées aux roues.
Le sol fut soigneusement nivelé afin d'éliminer les irrégularités qui gêneraient la mobilité des troupes. Il était persuadé que cette fois, aucune surprise ne serait possible. Tandis qu'Alexandre arrivait au terme de marches exténuantes, Darius était installé dans un camp préparé pour anéantir toute opposition. L'arrivée des Macédoniens en Mésopotamie ne fut pas soudaine. Alexandre avançait avec calcul. Des espions et des guides locaux l'informaient sur la position et les intentions de Darius. Il savait qu'il ne pouvait risquer d'être pris au dépourvu, car un piège signifierait la fin de la campagne. Les étapes furent donc menées avec prudence, en laissant aux troupes le temps de se reposer dès que possible, afin de préserver leurs forces pour l'inévitable bataille. À chaque halte, il réunissait ses officiers pour établir des plans et étudier des rapports sur le terrain. Aucun pas n'était fait sans intention claire. Lorsqu'il parvint enfin à proximité de la zone choisie par Darius, Alexandre révéla son trait le plus marquant, la patience stratégique. Contrairement à ce que l'on attendrait d'un jeune guerrier impétueux, il n'attaqua pas aussitôt. Il passa des jours à étudier le champ, à mesurer les distances, à observer la disposition des forces perses et à concevoir la manière de convertir cet apparent désavantage en opportunité. Pendant ce temps, ces soldats, habitués à placer une confiance totale dans le jugement de leur commandant, patientaient avec calme, conscients que la bataille qui déciderait de leur sort était sur le point d'éclater. Cette phase de préparation eut aussi un effet psychologique déterminant. Voyant Alexandre immobile face à son immense armée, Darius crut que l'ennemi hésitait. Cette fausse impression accroît sa confiance. Pourtant, le calme d'Alexandre découlait d'une analyse méticuleuse, non d'une indécision. Il avait déjà compris que, sur un terrain aussi ouvert, la clé du succès serait d'attirer les Perses dans un piège de mouvement afin d'ouvrir une brèche au point le plus vulnérable de leur formation. Ainsi, à la fin du mois de septembre de l'an 331 avant notre ère, après une longue route qui mit à l'épreuve la résistance des hommes et des chevaux, Alexandre déploya son armée face aux lignes perses, prêt pour l'affrontement. Devant lui se dressait la plus grande force militaire que le monde eût rassemblée jusque-là. Derrière lui, la confiance d'un chef qui avait remporté toutes ses batailles. Chaque soldat savait que ce champ déciderait s'il rentrerait chez lui en vainqueur ou s'il serait englouti par la grandeur de l'Empire perse. La bataille de Gaugamel était sur le point de commencer. Mais, pour les Macédoniens, la victoire avait déjà été forgée au fil de ces marches interminables, dans la sueur, la discipline et la foi absolue en l'homme qui les conduisait. Le choix du lieu pour un affrontement d'une telle ampleur n'est jamais un détail, et à Gaugamel, ce facteur devint central dans la stratégie perse. Après la douloureuse leçon d'Issos, où le terrain étroit avait annulé son avantage numérique, Darius III décida de ne pas commettre la même erreur deux fois. Cette fois-ci, il choisit personnellement une région vaste et ouverte, près d'une petite localité appelée Gaugamel, au cœur de la Mésopotamie. Cette plaine, située au nord-est de l'actuelle ville de Mossoul, s'étendait sans obstacle naturel majeur et offrait un espace illimité pour manœuvrer les masses de troupes qu'il avait rassemblées afin d'anéantir Alexandre. Le raisonnement derrière ce choix était logique et solidement fondé. À Issos, l'étroitesse du terrain avait empêché l'armée perse d'exploiter ses propres forces. Les rangs, comprimés entre la mer et les montagnes, n'avaient pas pu se mouvoir, et la supériorité numérique était devenue inutile. À Gaugamel, au contraire, aucun obstacle ne limitait l'espace. Ici, Darius pouvait déployer ses forces dans une formation immense, étendant ses lignes d'un horizon à l'autre, encerclant les Macédoniens et exploitant toutes les ressources de l'Empire. Cavalerie rapide, chars de guerre et infanterie venus de diverses régions. C'était l'arène parfaite pour écraser un adversaire en infériorité numérique. Le soin apporté à la préparation du terrain fut sans précédent. Pour que les chars de guerre, munis de lames fixées aux roues, puissent foncer sans entrave, les Perses firent niveler le sol. Pierres, fossés et irrégularités furent éliminés, transformant la plaine en une surface lisse, idéale pour une charge dévastatrice. Dans l'esprit de Darius, ce travail minutieux était la clé qui rendrait impossible toute manœuvre d'Alexandre. Dans un champ dégagé, il croyait que l'ennemi n'aurait ni refuge ni protection contre les assauts de ses troupes. Un autre facteur pesait dans la décision, le contrôle des routes. Gaugamel se trouvait entre Arbel et Ninive, deux centres majeurs de la région. Ainsi, Darius ne protégeait pas seulement une position vitale pour le cœur de l'Empire, mais il s'assurait aussi de lignes d'approvisionnement proches et sûres. L'armée perse était bien nourrie, bien reposée et proche de ses bases,
tandis qu'Alexandre arrivait au terme d'une longue marche, épuisé et en territoire hostile. Cependant, cette même plaine, qui semblait un avantage, recelait des risques. Bien qu'elle permît des mouvements massifs, elle offrait aussi une liberté de manœuvre à quiconque savait allier vitesse, discipline et intelligence. Alexandre comprit immédiatement ce point. Il savait qu'il ne pouvait affronter les Perses sur le terrain de la force brute, mais il vit que l'absence d'obstacles lui permettait aussi d'exécuter des manœuvres rapides et audacieuses, transformant la rigidité de l'armée immense de Darius en faiblesse. Alors que les forces perses s'étendaient sur des kilomètres, formant une muraille humaine apparemment infranchissable, Alexandre observait chaque détail. Pour ces hommes, cette immensité était une mer dangereuse. Pour lui, c'était un échiquier sur lequel il pouvait déplacer ses pièces avec précision. La clé serait d'attirer les Perses dans le mouvement, de briser leur formation et, au moment décisif, de percer au centre, là où se tenait Darius lui-même. Ainsi, ce qui semblait un terrain choisi pour garantir la victoire perse devint, entre les mains d'Alexandre, une opportunité inattendue. La géographie de Gaugamel, soigneusement préparée pour l'écraser, se transforma en scène de la plus grande démonstration de stratégie militaire que le monde antique ait connue. À la veille de la bataille, l'armée d'Alexandre était bien plus réduite que l'immense force de Darius III. Les sources anciennes estiment qu'il disposait d'environ 47 000 hommes, incluant infanterie et cavalerie. Malgré ce désavantage, ces troupes étaient forgées par l'expérience et disciplinées par des années de campagne exigeant endurance, adaptation et fidélité absolue à leur chef. Le cœur de cette armée résidait dans les phalangistes macédoniens organisés en longues lignes et armés des célèbres saris, lances de près de 6 mètres. Ces armes formaient une muraille presque impénétrable lorsque les rangs restaient serrés, offrant une défense solide et une puissance offensive redoutable. Chaque soldat de la phalange connaissait parfaitement son rôle et s'entraînait à agir comme une partie d'un organisme unique, capable de tourner, d'ouvrir ou de resserrer la formation dans une cadence que nul autre peuple ne pouvait égaler. En plus de la phalange, Alexandre disposait d'infanterie légère composée d'archers, de javeliniers et de frondeurs, destinés à harceler et désorganiser l'ennemi avant l'impact direct. Il comptait aussi sur l'infanterie d'élite des hypaspistes, placée sur les flancs de la phalange, rapide et décisive, reliant la force principale à la cavalerie. La cavalerie constituait cependant le véritable bras offensif d'Alexandre, responsable de ses victoires éclairs. La cavalerie des compagnons, formée par la noblesse macédonienne et toujours menée par Alexandre lui-même, était réputée pour sa loyauté et sa capacité à exécuter des manœuvres audacieuses à grande vitesse. Armés de lances et d'épées courtes, ces cavaliers attaquèrent les points faibles de l'ennemi avec une précision foudroyante, semant la panique et rompant des lignes qui semblaient imprenables. Sur le flanc gauche, la cavalerie thessalienne avait pour mission de contenir les assauts perses, tandis qu'Alexandre, à droite, cherchait à exécuter son mouvement d'attaque. Cet effectif réduit était surtout une armée d'une discipline remarquable. Après des années de marches, de batailles et de sièges, chaque soldat avait appris à faire confiance à ses camarades et plus encore à son commandant. Alexandre, de son côté, connaissait personnellement nombre de ses hommes et partageait avec eux la fatigue, la soif et le danger. Cette relation directe et presque personnelle créait un lien allant bien au-delà de la hiérarchie militaire, un lien de loyauté et de respect. L'armement macédonien se composait de cuirasses de bronze ou de cuir renforcé, de casques, de boucliers ronds, d'épées courtes appelées xyphos et des longues saris. Les troupes légères employaient des javelots et des frondes, tandis que les archers tiraient avec de petits arcs à cadence rapide. L'armée d'Alexandre ne comptait ni chars de guerre ni éléphants, ce qui l'obligeait à compenser cette absence par la stratégie et la mobilité. Un autre facteur décisif était l'organisation tactique. Alexandre hérita de son père, Philippe II, une armée structurée en unités flexibles, capable de s'adapter aux circonstances. Alors que les Perses misaient sur le nombre et la force, les Macédoniens s'appuyaient sur la rapidité d'exécution, la souplesse des formations et la précision des manœuvres. Chaque soldat savait que la victoire dépendait du maintien de la cohésion et de l'obéissance stricte aux ordres. Ainsi, bien qu'Alexandre disposât d'un contingent beaucoup plus petit que celui de Darius, la qualité, l'expérience et la cohésion de ses troupes en faisaient une machine de guerre d'une efficacité incomparable. Ils ne combattaient pas seulement comme des individus, mais comme un seul corps.
Cette discipline et cette confiance dans le commandement seraient des clés qui permettraient au jeune roi de défier, une fois encore, un adversaire numériquement écrasant, en transformant l'infériorité en opportunité sur le champ de Gaugamel. Si l'armée d'Alexandre pouvait être décrite comme un organisme compact et discipliné, celle de Darius III à Gaugamel incarnait la grandeur impériale perse, un océan humain rassemblant des contingents venus des confins les plus lointains de l'Empire. Les récits d'auteurs de l'Antiquité, tels qu'Arien et Plutarque, évoquent des chiffres impressionnants, allant jusqu'à des centaines de milliers d'hommes. Bien que ces estimations soient probablement exagérées, il est indéniable que la supériorité numérique des Perses était écrasante, avec une force bien plus vaste que celle qu'Alexandre avait affrontée à Issos. Le noyau de l'armée perse se composait de l'infanterie traditionnelle, des soldats équipés d'arcs, de lances courtes, de haches et de grands boucliers en bois ou en osier, protégés par des cuirasses légères. Cette infanterie, mieux adaptée aux affrontements de grande échelle qu'aux formations serrées, avait pour fonction d'ériger une barrière humaine et d'user l'ennemi sous une pluie continue de flèches avant le contact direct. Derrière elle, une seconde ligne d'infanterie lourde, formée de troupes de Médie, de Babylone et d'Élam, apportait une résistance supplémentaire. Cependant, le grand atout de Darius résidait dans la cavalerie. Des milliers de cavaliers venus de Perse, de Bactriane, d'Arménie, de Scythie et d'autres régions convergèrent sous ses ordres. Chaque contingent possédait son propre style de combat. Les Perses privilégiaient la cavalerie lourde, dotée de longues lances et de cuirasses métalliques. Les Scythes et les Sakas, plus légers, misèrent sur la vitesse et sur l'habileté à l'arc à cheval, criblant l'adversaire de trait tout en le contournant. Cette diversité de styles offrait au commandement perse une flexibilité redoutable, permettant d'attaquer sous plusieurs angles et de surcharger les flancs ennemis. Parmi les éléments les plus redoutés de l'armée perse à Gaugamel figuraient les chars de guerre. Darius en rassembla environ 200, chacun muni de lames acérées fixées aux roues, destinées à se frayer un passage au milieu de l'infanterie adverse, en mutilant et en semant la panique. Ces chars avaient été préparés spécialement pour cette plaine, car ils dépendaient d'un terrain lisse pour atteindre leur pleine vitesse et leur efficacité. La vision de dizaines d'attelages avançant de front, soulevant la poussière, les lames tournoyant, inspirait la terreur jusque chez les soldats les plus aguerris. De plus, pour la première fois dans un affrontement direct contre Alexandre, Darius fit venir des éléphants de guerre de l'Inde, qu'il plaça en réserve, à la fois comme force psychologique et comme ressource matérielle. Bien qu'ils n'aient pas joué un rôle central dans la bataille, leur seule présence exprimait la diversité et l'ampleur du pouvoir perse, car ces animaux étaient inconnus de la plupart des soldats grecs et macédoniens. Un autre aspect décisif était la diversité ethnique. À Gaugamel se tenaient des hommes issus de dizaines de peuples, Perses, Mèdes, Parthes, Scythes, Babyloniens, Arméniens, Égyptiens, Arabes et même des mercenaires grecs engagés. Cette diversité, symbole de la puissance impériale, apportait aussi des désavantages. Tous ne parlaient pas la même langue, tous n'avaient ni le même entraînement ni la même discipline, ce qui rendait la coordination précise plus difficile sur un champ de bataille aussi vaste. Ce manque de cohésion contrastait directement avec l'unité presque parfaite de l'armée macédonienne. Darius déploya ses forces en un large arc couvrant plusieurs kilomètres. Son idée était d'envelopper Alexandre par les flancs, d'user sa ligne centrale par des assauts incessants et d'employer les chars pour rompre ses formations. Les chars formaient l'avant, suivis par l'infanterie, tandis que la puissante cavalerie occupait les extrémités, prête à réaliser un encerclement total. Au centre, protégé par une garde personnelle d'élite, se tenait Darius lui-même, convaincu qu'il assisterait de ses propres yeux à la destruction de l'envahisseur. La différence de taille entre les deux armées était telle que, vue de haut, la formation perse semblait une mer sans fin. C'est dans cette immensité qu'Alexandre dut trouver une brèche pour vaincre, transformant de nouveau une situation apparemment impossible en opportunité. À Gaugamel, la supériorité numérique perse paraissait insurmontable, mais comme le monde devait le découvrir ce jour-là, les chiffres ne gagnent pas les batailles à eux seuls. Bien avant le premier mouvement à Gaugamel, Alexandre avait compris que la seule manière d'affronter une armée immensément supérieure consistait à convertir la bataille en un jeu d'esprit, non en une épreuve de force. Cette façon de conduire la guerre se manifestait autant sur le terrain que dans la préparation. L'étude constante de l'ennemi,
et l'usage irréprochable du renseignement militaire. La campagne qui culmina dans cet ultime affrontement montre qu'il demeura toujours 2 pas en avance, anticipant les manœuvres et s'adaptant aux changements avant même qu'ils ne surviennent. Alexandre ne se contentait pas de ce qu'il voyait de loin. Ses officiers déployaient un réseau d'espions et d'éclaireurs qui fouillaient les alentours pour recueillir des informations. Ces hommes observaient la taille des campements perses, comptaient les feux la nuit, évaluaient la quantité des vivres et repéraient même les emplacements où l'on assemblait les chars de guerre. Ces données parvenaient directement à Alexandre, qui les étudiait patiemment afin de se forger une image mentale détaillée de la situation. Pour lui, chaque détail constituait une pièce sur l'échiquier, et aucune pièce ne devait être négligée. Un autre point crucial fut l'étude du terrain. Alexandre savait qu'à Gaugamel, la géographie ne lui était pas favorable. À son arrivée près du camp perse, il passa plusieurs jours à analyser les dimensions de la plaine, à identifier les endroits où il pouvait mener des attaques de flanc sans risquer l'encerclement et où sa vitesse deviendrait un avantage. Durant cette période, il ne se hâta pas. Cette lenteur en trompa plus d'un, qui y vit de l'hésitation alors qu'il s'agissait d'un calcul précis. Il savait qu'une seule brèche, créée au moment opportun, suffirait à renverser le cours de la bataille. Dans le même temps, Alexandre observait le comportement des forces perses à chaque déplacement. Ses troupes recevaient l'ordre de conserver des formations souples, capables de s'adapter instantanément. Cette flexibilité serait essentielle face à un nombre bien supérieur d'adversaires et à des armes que les Macédoniens avaient peu affrontées jusque-là, comme les chars à lames et les éléphants. Il élabora des moyens de neutraliser ces menaces avant qu'elles ne sèment la panique. Un ressort central de l'intelligence militaire d'Alexandre était l'usage de la désinformation. Il savait que Darius s'attendait à une attaque frontale qui serait engloutie par la masse. En prolongeant l'approche, en feignant l'hésitation, il obligeait Darius à maintenir des milliers d'hommes immobiles, à les nourrir et à les garder en alerte, ce qui usait leur morale et leur force. Ainsi, avant même que la première flèche ne soit tirée, Alexandre commençait à miner la confiance perse. La nuit précédant la bataille, Alexandre surprit tout le monde, tandis que l'immense armée perse veillait, tendue, dans l'attente d'un assaut qui ne venait pas. Lui et ses hommes se reposèrent. Ce choix envoya un message limpide. Ils étaient prêts et confiants. À l'aube, quand le soleil éclaira la plaine, Darius vit face à lui une armée qui n'avait rien d'épuisé ni d'hésitant, mais qui paraissait ordonnée, prête et calme. Fort de toutes les informations réunies, Alexandre conçut une stratégie à plusieurs niveaux. L'idée principale était simple et brillante. Il utiliserait son aile droite comme un appât, avançant en diagonale pour attirer la cavalerie perse loin du centre. Pendant ce temps, sa phalange maintiendrait une ligne de front cohérente, ouvrant l'espace nécessaire pour qu'au moment voulu, la cavalerie des compagnons, menée par lui-même, frappe directement au point le plus vulnérable, l'endroit où se trouvait Darius. Cette combinaison d'étude de l'ennemi, de maîtrise de ses propres troupes et d'audace au moment de l'attaque, devait transformer une situation impossible en victoire. Ainsi, le génie militaire d'Alexandre ne tenait pas seulement au courage, mais à la patience et à l'observation. En connaissant chaque détail de son environnement, il était capable de conduire la bataille comme un joueur chevronné mène une partie d'échecs. À Gaugamel, cette aptitude ne sauva pas seulement son armée, elle brisa l'empire le plus puissant de son époque. La nuit précédant la bataille de Gaugamel fut l'une des plus tendues de l'histoire militaire de l'Antiquité. Sur la vaste plaine choisie par Darius III, deux réalités totalement opposées se dessinaient sous le ciel étoilé de Mésopotamie. D'un côté, l'immense camp perse s'étendait comme une véritable ville, illuminée par des milliers de feux et animée d'une activité incessante. De l'autre, le camp macédonien apparaissait réduit, compact et silencieux, presque immobile face à la grandeur de l'ennemi. Cette différence dans la manière de se préparer à la bataille annonçait déjà ce qui allait se produire le lendemain. Les auteurs anciens rapportent que le camp perse ressemblait à une fourmilière en pleine effervescence. Des milliers de foyers illuminaient la plaine, le bruit des chevaux et des chars ajustés résonnait toute la nuit, et l'angoisse était presque palpable. Darius avait rassemblé une masse colossale de soldats venus des quatre coins de son empire, et maintenir cet océan humain organisé pour un combat décisif constituait en soi un défi. Les officiers donnaient des ordres, plaçaient les chars, vérifiaient les armes et tentaient d'insuffler confiance aux hommes. Mais derrière cette agitation se cachait un sentiment de nervosité.
Tous savaient qu'Alexandre avait déjà remporté des victoires impossibles, et l'ombre de ses défaites planait sur le camp. À l'opposé, le camp macédonien offrait une image contrastée. Alexandre interdit tout mouvement inutile pendant la nuit. Ses hommes furent instruits de manger, de se reposer et de dormir, comme si rien d'extraordinaire n'était sur le point d'arriver. Cette sérénité surprit même certains de ses officiers, mais faisait partie de son plan. Une armée reposée possède un avantage psychologique sur un adversaire épuisé par l'attente et l'anxiété. Cette décision reflétait un trait distinctif de la personnalité d'Alexandre, sa capacité à contrôler non seulement les actions de l'ennemi, mais aussi le rythme émotionnel de ses propres soldats. On raconte que, durant cette nuit, des messagers vinrent avertir Alexandre que Darius préparait une attaque nocturne. La réponse du jeune roi devint célèbre. Il déclara qu'il ne craignait aucune attaque surprise et qu'il faisait une confiance absolue à ses troupes, ne jugeant pas nécessaire de renforcer la vigilance. Cette assurance se transmit dans le camp et transforma la crainte en sérénité. Pour les Macédoniens, ce n'était pas seulement une bataille de plus, mais l'aboutissement de longues années de campagne. Ils étaient prêts à tout. Tandis que les Perses veillaient inquiets, Alexandre, selon les récits, dormit profondément, comme s'il n'était pas à la veille du plus grand défi de sa vie. Cette attitude impressionna même ses plus proches compagnons et fut interprétée comme un signe de certitude absolue dans la victoire. Le matin du 1er octobre de l'an 331 avant notre ère se leva donc sur deux armées ayant vécu des nuits diamétralement opposées. L'une fatiguée par la tension, l'autre régénérée par la confiance et le repos. Aux premières lueurs du jour, la différence dans les visages des soldats était visible. Du côté perse, une armée immense, mais au regard fatigué et aux gestes tendus. Du côté macédonien, des hommes, bien que beaucoup moins nombreux, alertes et préparés. La bataille de Gaugamel ne débuta pas avec le fracas des armes, mais dans le silence de cette nuit, où la stratégie calme d'Alexandre sapait déjà l'avantage de Darius. La guerre se gagnait d'abord dans les esprits avant de se gagner sur le champ. Lorsque le soleil s'éleva sur la plaine, l'attente devint insupportable. La nuit avait opposé le silence stratégique d'Alexandre à l'agitation inquiète de Darius. Avec la lumière dorée du matin révélant l'étendue du terrain, l'ampleur du choc à venir devint évidente. C'était comme si la terre entière s'était changée en un immense échiquier, avec des pièces humaines prêtes à décider du destin de deux empires. L'armée perse fut la première à se déployer, occupant un espace gigantesque qui semblait infini. Au centre, protégé par une garde composée des immortels et des meilleures troupes d'élite, se tenait Darius III sur un char richement décoré. Ce char n'était pas seulement un moyen de transport, mais un symbole visible d'autorité et de pouvoir, destiné à galvaniser ses hommes. Devant ce noyau central, environ 200 chars de guerre furent alignés pour lancer la première attaque. Derrière eux se dressait une muraille d'infanterie organisée par satrapie, tandis que sur les ailes, la puissante cavalerie se préparait à exécuter une manœuvre d'encerclement. De l'autre côté de la plaine, l'armée macédonienne se déployait avec une précision presque mécanique. Malgré l'infériorité numérique, l'ordre et la discipline de sa formation inspiraient la solidité. Alexandre plaça sa phalange au centre, chaque rang formant un bloc compact de sarris pointé vers l'avant, une muraille vivante et mortelle. Sur le flanc droit, il positionna la cavalerie des compagnons, troupe rapide et fidèle composée de la noblesse macédonienne qu'il dirigeait lui-même. Ce flanc représentait l'élément décisif de son plan, briser la ligne perse par un coup concentré. Sur le flanc gauche, il plaça la cavalerie thessalienne sous le commandement de Parménion, chargé de résister à l'énorme cavalerie perse et d'éviter l'encerclement. Derrière la phalange centrale, Alexandre plaça des réserves, de l'infanterie légère et des archers, prêts à intervenir là où ce serait nécessaire. Les unités les plus flexibles étaient en retrait pour contenir toute percée sur les côtés ou pour contrer les chars. Bien que la formation macédonienne fût plus étroite, elle possédait profondeur et cohésion, contrastant fortement avec la largeur démesurée des Perses. Chaque position avait été choisie pour permettre des manœuvres rapides et imprévues. À mesure que le soleil s'élevait, les armes perses scintillaient comme un océan de feu. La poussière soulevée par chevaux et chars formait déjà une brume dorée, et les sons se mêlaient, tambours, cris de guerre et prières. Du côté macédonien régnait un silence absolu. Alexandre, juché sur son cheval bucéphale, observait attentivement les lignes adverses,
attendant l'instant exact pour lancer la première manœuvre. Ces hommes ne criaient pas, ne heurtaient pas leurs lances contre leurs boucliers. Ils fixaient l'horizon, prêts à obéir. Le contraste entre les deux armées était presque symbolique. D'un côté, la quantité, la majesté et la confiance d'un empire qui se croyait invincible. De l'autre, la précision, le calme et la détermination d'un corps plus petit, mais qui avait déjà prouvé sa capacité à vaincre des adversaires bien plus puissants. Chaque soldat macédonien savait que ce matin-là, il allait affronter non seulement un ennemi, mais l'histoire elle-même. Quand le soleil monta plus haut et que la poussière se dissipa, les lignes étaient prêtes. Plus rien ne restait à ajuster. Tout était en place pour un affrontement qui allait décider du destin du monde connu. La bataille de Gaugamel était sur le point de commencer. Et dans ce silence qui précède la tempête, l'équilibre entre deux empires dépendait de celui qui saurait faire preuve de plus de courage et d'intelligence sur le champ. Lorsque les lignes furent en place et que le silence de l'aube devint insoutenable, la bataille de Gaugamel commença. Darius III ordonna l'avancée de sa gigantesque machine de guerre et la plaine entière sembla trembler sous le poids de dizaines de milliers de soldats et de chevaux. La première vague fut menée par l'infanterie perse, mais rapidement, l'arme la plus redoutée entra en action, la charge des chars de guerre. Des centaines de véhicules avancèrent de front, chacun équipé de lames tranchantes fixées aux roues, destinées à déchirer les rangs et à semer la terreur. L'objectif était simple et direct. Ouvrir des brèches au centre macédonien, créer un couloir de destruction par lequel l'infanterie perse s'engouffrerait pour écraser la phalange. Alexandre, cependant, avait anticipé cette manœuvre et avait préparé sa défense avec sang-froid. Au lieu de maintenir une ligne rigide, il ordonna à son infanterie d'ouvrir de petits couloirs au moment précis où les chars approcheraient. Ces espaces, créés de manière calculée, formaient comme les dents d'un piège. Les soldats se retiraient légèrement, gardant leurs sarisses pointées vers l'intérieur et vers l'arrière. Les chars, qui devaient provoquer la panique, se retrouvaient pris au piège par les lances et isolés. Lorsqu'ils traversaient ces passages, ils étaient immédiatement attaqués sur les flancs. Les conducteurs criblés de javelots et de flèches perdaient le contrôle ou étaient abattus. En quelques instants, l'arme la plus puissante de Darius perdait son impact initial. Pendant que les chars étaient neutralisés, l'infanterie macédonienne conservait une cohésion impressionnante. Aucun homme ne céda à la panique, aucun ne rompit la formation. Chaque geste était exécuté avec précision. Ce qui devait être un massacre se transforma en désordre pour les Perses. Au lieu d'ouvrir des brèches, les chars s'embourbaient ou se brisaient, et les chevaux abattus créaient des obstacles pour leur propre ligne. C'est alors que la cavalerie perse entama un mouvement large sur les flancs, cherchant à réaliser la manœuvre d'encerclement prévue par Darius. Sur la gauche des Macédoniens, la cavalerie thessalienne subit une pression énorme, car c'était ce secteur que les Perses voulaient écraser afin d'encercler la ligne entière. Sur la droite, là où se trouvait Alexandre, la manœuvre fut différente. Il avança en diagonale, s'éloignant lentement du centre comme s'il battait en retraite. Ce mouvement, apparemment risqué, constituait en réalité un appât destiné à attirer la cavalerie perse hors de sa position. Ainsi, dans cette première phase de la bataille, Alexandre adopta une posture défensive. Il absorba l'impact de l'offensive initiale et laissa l'ennemi s'épuiser en multipliant les assauts. Tandis que les Perses consumaient leurs forces en attaque directe, l'armée macédonienne demeurait compacte, attendant le moment exact où la structure adverse commencerait à se fragmenter. Le calme au centre était saisissant. Même la poussière soulevée par l'avancée perse ne troubla pas les soldats, immobiles derrière leurs sarisses et leurs boucliers, sûrs du plan de leur commandant. Ils savaient que l'objectif n'était pas de résister indéfiniment, mais de préparer le terrain pour un coup décisif. Après l'échec de la première vague de chars et la difficulté rencontrée par la cavalerie perse pour trouver un point de rupture, la tension monta encore d'un cran. Darius, sûr de la puissance de ses forces, croyait que la pression continue finirait par briser la ligne macédonienne. Alexandre, lui, s'apprêtait à transformer cette défense impeccable en l'offensive la plus audacieuse de sa carrière. Les chars de guerre perses étaient considérés comme l'une des armes les plus redoutables de l'Orient. Conçus pour rompre les formations et provoquer une panique immédiate, ils représentaient le principal espoir de Darius pour écraser rapidement la résistance macédonienne. Chaque char, tiré par des chevaux dressés pour courir à grande vitesse, portait des lames métalliques sur ses roues,
capables de trancher tout sur leur passage. Dans une plaine large et plane comme celle de Gaugamel, cette arme paraissait irrésistible. Darius était convaincu que, lancé par centaines, aucun mur d'hommes ne pourrait résister. Lorsque l'ordre d'attaque fut donné, une vague de chars déferla vers le centre macédonien. Le grondement des sabots et le fracas des roues résonnèrent comme un tonnerre. La poussière soulevée obscurcit l'horizon et le spectacle annonçait un massacre imminent. Mais Darius ignorait qu'Alexandre avait déjà étudié cette menace et mis au point une réponse méticuleuse. Il savait qu'affronter les chars de front serait fatal et que fermer la ligne n'était pas une solution. Sa stratégie innovante consistait à ouvrir des espaces contrôlés dans ses propres rangs. Lorsque les chars atteignirent la distance critique, la phalange macédonienne s'écarta, créant de minces couloirs. Pour l'observateur extérieur, cela ressemblait à une erreur, mais il s'agissait d'un calcul parfait. Les chars furent ainsi canalisés, puis pris d'assaut sur les flancs. Les longues sarissses atteignaient les chevaux et les conducteurs, renversant les véhicules. D'autres furent arrêtés par les projectiles des peltastes placés derrière la ligne, qui éliminaient les chars dans l'espace confiné. Cette préparation ne visait pas seulement l'efficacité militaire, mais aussi la psychologie. Alexandre savait que le plus grand danger des chars était la peur. Dans d'autres batailles, la terreur qu'ils inspiraient avait suffi à briser des rangs entiers. Ici, la discipline macédonienne fut si stricte que personne ne céda, chacun tenant sa place avec une confiance absolue. Lorsque la première vague fut ainsi neutralisée, les Perses perdirent l'un de leurs principaux atouts. Beaucoup de chars restèrent bloqués sur le terrain, entravant l'avancée de leur propre infanterie. D'autres s'écrasèrent les uns contre les autres. L'arme qui devait ouvrir un passage se transforma en obstacle pour l'armée de Darius. Cette neutralisation fut un moment psychologique crucial. Les Perses comprirent que leur arme la plus redoutable avait échoué, tandis que les Macédoniens, galvanisés par ce succès, redoublèrent de confiance. La discipline et la préparation venaient de vaincre la brutalité et la peur. La ligne macédonienne intacte était prête pour l'étape suivante, passer de la défense à l'offensive et exploiter le désordre persan pour viser le cœur même de l'Empire. Avec les chars de guerre neutralisés et la première grande menace surmontée, Alexandre passa à la phase la plus audacieuse de sa stratégie, à Gaugamel, la manœuvre feinte. Ce mouvement, resté dans l'histoire comme l'un des plus brillants, consistait à créer délibérément une ouverture sur son flanc droit afin d'attirer la cavalerie perse et de l'éloigner du centre, laissant exposer le noyau où se trouvait Darius III. Tandis que le centre de la phalange macédonienne restait ferme, Alexandre commença à déplacer son aile droite en diagonale, avançant latéralement vers un terrain ouvert comme s'il cherchait à échapper à l'encerclement perse. Ce mouvement, apparemment risqué, avait deux objectifs clairs: étirer la ligne de front perse et inciter la cavalerie de Darius à quitter sa position initiale. L'opération ressemblait à une retraite stratégique, mais n'était en réalité qu'un piège soigneusement tendu. La réaction perse fut immédiate. Convaincue d'être sur le point d'écraser l'aile droite ennemie, la puissante cavalerie se lança dans la poursuite. Les cavaliers croyaient que le flanc d'Alexandre allait céder et que l'occasion rêvée de briser la formation macédonienne se présentait, mais en avançant, ils commencèrent à s'éloigner du centre, ouvrant une brèche invisible dans une ligne qui, auparavant, semblait infranchissable. Pendant ce temps, Alexandre gardait un contrôle absolu de sa formation. Pas à pas, il attendait patiemment que les Perses se détachent davantage du noyau central. Ce déplacement étirait et déformait la structure de Darius, transformant une ligne compacte en une ligne vulnérable. Dès que la distance fut suffisante et que la pression sur le centre diminua, Alexandre donna l'ordre de la contre-attaque. Sa cavalerie des compagnons, lancée en diagonale, fondit sur l'ouverture nouvellement créée. Le passage de la défense à l'offensive fut si soudain qu'il surprit totalement les Perses. Convaincus jusque-là de dominer la bataille, ils virent en quelques minutes leur centre s'effondrer. Cette bascule fulgurante fut le fruit d'un calcul parfait de temps et d'espace, où la patience initiale céda place à une explosion de vitesse et de précision. Cette manœuvre illustrait la singularité d'Alexandre: transformer une faiblesse apparente en piège. Là où un autre général se serait contenté de résister, lui exploita l'élan adverse pour le retourner contre l'ennemi. En attirant la cavalerie hors de sa place, il créa les conditions idéales pour frapper au cœur même de l'armée perse, avec sa troupe la plus fidèle et redoutable. C'est alors que la bataille bascula en faveur des Macédoniens. L'aile droite, désormais en attaque,
devint une pointe de lance dirigée vers le centre, là où se trouvait Darius. La tension monta sur le champ, car tous les regards se fixèrent sur ce mouvement inattendu qui allait changer le cours de la guerre. Le moment le plus emblématique de Gaugamel arriva quand Alexandre, après avoir attiré la cavalerie perse loin de sa position, trouva enfin la brèche qu'il avait patiemment guettée toute la matinée. Cette ouverture, apparue en plein centre de la formation perse, se présentait comme une porte béante vers le cœur de l'armée ennemie. C'était maintenant ou jamais. Sans hésiter, Alexandre rassembla sa cavalerie des compagnons, les hommes les plus expérimentés et loyaux, qui combattaient toujours à ses côtés, et, juché sur Bucéphale, il lança la charge à pleine vitesse, droit vers le centre, là où se tenait Darius III. Le mouvement rapide et violent fut exécuté en diagonale, surprenant complètement les Perses, incapables de réagir ou de réorganiser leurs rangs. La poussière soulevée par les sabots formait une traînée comme une flèche vivante qui fendait la plaine. L'impact de cette charge fut dévastateur. Alexandre menait lui-même l'assaut, visant la carriole royale de Darius. Les lances abaissées, les compagnons serrés en formation, les cavaliers transpercèrent le centre perse comme une lame dans un tissu. La violence du choc ouvrit non seulement une brèche physique, mais produisit aussi un effet psychologique immédiat. L'armée perse, voyant la garde du roi attaquée de plein fouet, commença à chanceler. Pour les Macédoniens, ce n'était pas un simple assaut, mais un coup porté directement au cœur de l'Empire. La différence entre les deux chefs devint alors éclatante. Alexandre combattait en première ligne, risquant sa vie, tandis que Darius, bien que protégé par son élite et par son char royal, sentit la situation lui échapper. La rapidité de l'attaque et la précision de la percée macédonienne firent planer sur lui la menace d'être capturé ou tué. La vision du roi lui-même en danger engendra la panique. Alexandre, apercevant la silhouette de Darius devant lui, intensifia la pression. L'attaque fut si précise que l'espace d'un instant la capture du roi sembla possible. Mais avant que la garde macédonienne ne l'atteigne, Darius prit la décision qui scella le sort de son armée. Il fit volte-face et s'enfuit à toute allure, abandonnant le champ. Cette fuite, qui sauva sa vie, condamna cependant son empire. La retraite du roi en pleine bataille eut un effet catastrophique sur le moral des troupes perses. Voir le roi des rois fuir fit s'effondrer la combativité. Beaucoup de soldats cessèrent le combat et quittèrent leur rang. En revanche, pour les Macédoniens, la vision de la fuite de Darius fut la confirmation éclatante que la victoire était à portée de main. Cette charge menée par Alexandre devint l'une des manœuvres les plus célèbres de l'histoire militaire. Elle démontra non seulement un courage personnel exceptionnel, mais aussi un génie stratégique. La patience pour attirer l'ennemi, la clairvoyance pour repérer la brèche au bon moment et l'audace pour frapper le point le plus protégé. Après cette percée, le champ de Gaugamel n'était plus le même. La ligne perse était rompue, le roi avait fui, et le destin d'un empire entier reposait désormais sur la pointe de la lance d'Alexandre. Quand le char de Darius III pivota au milieu du champ de bataille et s'éloigna à toute allure, un silence de stupeur s'abattit sur les rangs perses avant que la confusion n'éclate. En un instant, tout ce qui tenait cette armée soudée, la présence physique du roi des rois, le symbole d'autorité absolue et la promesse d'un triomphe écrasant, disparut dans le nuage de poussière soulevé par les roues du char royal. La retraite de Darius ne fut pas seulement un acte individuel de survie, elle constitua le coup psychologique le plus dévastateur que ces hommes pouvaient subir à cet instant. Pour une armée perse habituée à obéir à un commandement centralisé, la fuite du roi signifiait que la bataille était perdue. Les soldats, même les plus aguerris, se demandèrent pourquoi continuer à combattre si le souverain lui-même abandonnait le champ. Ce qui avait commencé comme un repli stratégique se propagea en un contagieux mouvement de panique. En quelques minutes, des unités entières rompirent la formation et tentèrent de fuir. La vaste ligne qui paraissait solide se transforma en un amas désordonné d'hommes et de chevaux, courant dans toutes les directions. Du point de vue psychologique, cet instant fut le véritable tournant de la bataille de Gaugamel. Avant la fuite, les Perses nourrissaient encore l'espoir de contenir l'offensive macédonienne et de se réorganiser. Après, toute résistance devint fragmentée et chaotique. Même les chars de guerre et l'infanterie la plus lourde, positionnés pour soutenir le centre, perdirent leur élan. C'était comme si toute la structure militaire avait été édifiée sur la présence physique du roi et que, cette base évanouie, l'édifice s'écroulait.
Les récits anciens décrivent comment la poussière soulevée par le char de Darius servit de signal à un effondrement général. Le message qui se répandit sur des kilomètres de front fut limpide. Le roi a fui. Cette perception se révéla plus létale pour l'armée perse que n'importe quel coup matériel. Du côté macédonien, au contraire, la vision de cette fuite galvanisa les soldats. Des hommes qui luttaient épuisés depuis l'aube retrouvèrent un souffle nouveau, portés par la certitude d'être sur le point de remporter la plus grandiose victoire de leur existence. Alexandre, face à ce tableau, prit alors une décision cruciale. Il pouvait poursuivre Darius immédiatement et tenter de le capturer, mettant ainsi fin à la guerre d'un seul coup, ou bien garantir la victoire complète sur le terrain en s'assurant qu'aucune partie de son armée ne fut débordée par les contingents qui combattaient encore. Il choisit la seconde option. Il remit la poursuite à plus tard et concentra ses efforts sur la maîtrise totale de la plaine. Cette décision révélait son sang-froid et sa compréhension qu'une victoire n'était pas la capture d'un seul homme, mais la destruction de la puissance militaire qui soutenait tout un empire. Pendant ce temps, la fuite de Darius devint un symbole de déshonneur parmi les Perses eux-mêmes. Le roi, en abandonnant ses hommes, perdit non seulement la bataille, mais aussi le respect de nombreux gouverneurs et satrapes qui commencèrent à juger sa position intenable. Gaugamel ne détruisit pas qu'une armée. La bataille brisa l'image d'invincibilité de la Perse et ouvrit les portes au démantèlement définitif de l'Empire. Cette scène, celle d'un roi fuyant et laissant derrière lui une mer de chaos, serait rappelée durant des siècles comme le moment où le destin de la Perse changea à jamais. Pour Alexandre, elle fut la preuve que la discipline et la stratégie pouvaient soumettre des effectifs innombrables, transformant une force réduite et cohésive en une puissance capable de démanteler le plus grand pouvoir du monde antique. Quand le char de Darius disparut à l'horizon et que la nouvelle de la fuite se propagea sur le champ de Gaugamel, beaucoup s'attendaient à ce qu'Alexandre lance aussitôt sa cavalerie à la poursuite du roi. La capture immédiate de Darius aurait pu clore la guerre sur le champ. Pourtant, le jeune roi macédonien, face à une opportunité qui semblait unique, prit une décision qui, au premier regard, parut modérer son audace, mais qui révéla une compréhension stratégique bien plus profonde. Il choisit de ne pas abandonner la bataille pour la chasse. Ce choix, loin d'être de l'hésitation, fut un calcul froid, démontrant une vision ample et une discipline de commandement exemplaire. La fuite de Darius, bien qu'elle fût un symbole clair de défaite, ne signifiait pas que toute l'armée perse était anéantie. À cet instant, des milliers d'hommes combattaient encore sur la plaine, surtout sur les ailes où la pression macédonienne était moindre. Sur le flanc gauche, sous le commandement de Parménion, la cavalerie thessalienne affrontait un combat extrêmement dur contre un contingent perse plus nombreux et risquait d'être submergé si Alexandre abandonnait le centre pour poursuivre le roi. Si la cavalerie perse parvenait à rompre ce flanc, elle pouvait envelopper l'arrière macédonien et transformer une victoire quasi certaine en désastre. Ce risque était trop grand pour être ignoré. De plus, Alexandre savait que capturer un roi en fuite au milieu du chaos n'avait rien d'aisé. Darius n'était pas seul. Même en retraite, il était protégé par une garde d'élite prête à tout pour empêcher sa capture. Lancer la cavalerie dans une poursuite aveugle pouvait l'éloigner dangereusement du gros des troupes, exposer les compagnons d'Alexandre à des embuscades et désorganiser l'ensemble du dispositif. Une faute de ce type aurait coûté bien plus cher que de laisser le roi s'échapper pour l'heure. Alexandre choisit donc de consolider ce qui était déjà conquis, faire du champ de Gaugamel un espace entièrement dominé. Il réorganisa rapidement ses lignes, renforça Parménion à gauche et coordonna des attaques destinées à éliminer les noyaux de résistance perse qui luttaient encore avec acharnement. Sa priorité était de transformer la victoire morale, acquise par la fuite du roi, en une victoire militaire absolue, en détruisant la capacité de combat de l'ennemi. Ce choix se révéla juste. Au lieu d'un élan téméraire, Alexandre opta pour une victoire méthodique et irréversible. Lorsque le soleil déclina, la plaine de Gaugamel était entièrement sous contrôle macédonien. Les pertes perses furent immenses, tandis que l'armée d'Alexandre demeurait soudée et prête pour les étapes suivantes de la campagne. Ce n'est qu'après s'être assuré qu'aucune partie de ses forces n'était en danger qu'Alexandre lança la poursuite. Darius parvint à s'échapper cette fois, gagnant l'intérieur de l'Empire, mais sa fuite eut des conséquences désastreuses pour son autorité. La confiance des satrapies s'effondra, et nombre de régions préférèrent se rendre à Alexandre plutôt que de soutenir un roi défait. Ainsi, même sans capturer Darius ce jour-là,
Alexandre obtint quelque chose de plus grand encore. Il brisa l'épine dorsale de l'armée perse et laissa le trône d'un empire gigantesque sans soutien militaire ni moral. Ce choix, ne pas céder à l'émotion de l'instant et conserver un esprit froid et stratégique, demeure l'un des plus grands exemples de ce qui fit d'Alexandre un chef si différent des autres conquérants. Pour lui, la victoire n'était pas un geste d'impulsion, mais une construction patiente, où chaque pas menait à un résultat plus vaste. À Gaugamel, cela signifia renoncer à une gloire immédiate pour garantir un triomphe total. À la fin de la journée à Gaugamel, lorsque la poussière soulevée par les chevaux commença à retomber et que la plaine laissa réapparaître les contours d'un champ dévasté, la dimension de la tragédie humaine devint évidente. La bataille avait été féroce, longue et marquée par des affrontements directs en de nombreux points, mais la disproportion entre les pertes des deux camps fut telle qu'elle constitua une nouvelle preuve du génie stratégique d'Alexandre. Malgré la force écrasante réunie par Darius III, les pertes perses furent gigantesques, tandis que les Macédoniens ne subirent que des pertes relativement limitées. Les récits de l'Antiquité, comme ceux d'Arien et de Plutarque, rapportent des chiffres impressionnants. Certains parlent de dizaines de milliers de Perses morts, les estimations variant de 40 à plus de 100 000 soldats tombés pendant et après la bataille. Cette variation s'explique par le chaos de la fuite, durant laquelle beaucoup furent d'être massacrés dans la poursuite, rendant tout décompte incertain. Il ne fait toutefois aucun doute que le bilan fut catastrophique pour l'armée perse. Fantassins, cavaliers et conducteurs de chars furent décimés, tandis que d'innombrables autres se dispersèrent et abandonnèrent le combat. Les forces de Darius ne furent pas seulement vaincues, elles furent anéanties dans leur cohésion. Beaucoup de morts survinrent, non pas lors du premier choc, mais au moment où, après la fuite du roi, la ligne perse s'effondra et chaque soldat tenta de sauver sa vie. Le manque de discipline transforma la retraite en massacre. Les chars abandonnés et les corps jonchant la plaine créèrent un paysage de dévastation qui servit d'avertissement à quiconque songeait encore à résister à l'avancée d'Alexandre. Du côté macédonien, la différence était frappante. Les pertes se comptaient en quelques centaines de morts, selon la plupart des sources anciennes. Cela tenait à plusieurs facteurs: la compacité de la phalange, l'efficacité dans la neutralisation des chars, la discipline dans la défense initiale et surtout l'exécution parfaite de la charge qui brisa le centre perse. Tandis que les Perses misaient sur la quantité, Alexandre utilisa la qualité et la précision pour éviter que ses hommes ne soient entraînés dans des combats désordonnés en terrain ouvert. Néanmoins, chaque vie perdue chez les Macédoniens fut ressentie profondément. Alexandre avait pour habitude de connaître ses soldats par leur nom et de récompenser leurs familles, renforçant ainsi le lien de loyauté entre lui et son armée. Cette pratique consolidait la cohésion et la morale, un facteur vital pour des campagnes aussi longues. Au-delà des pertes humaines directes, l'impact sur la capacité de combat de l'Empire perse fut immense. En perdant tant d'hommes, notamment parmi les troupes d'élite et les plus expérimentées, Darius vit sa puissance militaire s'effondrer. Il pouvait encore rassembler de nouveaux contingents, mais il ne retrouverait jamais le niveau d'entraînement et d'expérience détruit en une seule journée. La comparaison des pertes illustre clairement le contraste entre les deux camps. Tandis que le champ perse devint un cimetière, les Macédoniens restèrent debout, épuisés mais assez intacts pour poursuivre leur marche. Cette victoire, quasi sans perte pour Alexandre, renforça sa réputation comme l'un des plus grands stratèges de l'histoire, car il ne se contenta pas de vaincre une force colossale. Il le fit en préservant au maximum les hommes qui portèrent son ambition. Avec le champ de Gaugamel conquis et l'armée perse détruite comme force organisée, les portes de l'empire de Darius III s'ouvrirent toutes grandes devant Alexandre. La fuite du roi créa un vide de pouvoir si immense que, en quelques semaines, certaines des cités les plus importantes du monde ancien accueillirent le jeune conquérant non comme un envahisseur, mais comme leur nouveau maître légitime. Parmi toutes les conséquences immédiates, aucune ne fut plus symbolique que la reddition de Babylone, la plus grande et la plus riche cité de l'Orient de l'époque. Lorsque Alexandre entra à Babylone, il fut accueilli par des acclamations et des cérémonies comme s'il montait sur un trône qui lui appartenait déjà. La ville, centre économique et culturel de l'Empire perse, protégée par ses immenses murailles et célèbre pour ses jardins suspendus, choisit de ne pas résister. Ses dirigeants ouvrirent les portes, offrirent des présents et jurèrent fidélité aux Macédoniens. Ce geste livra à Alexandre
l'une des plus grandes forteresses du monde sans combat, et lui donna un accès immédiat à des ressources colossales, des trésors accumulés pendant des siècles, des arsenaux remplis, ainsi que des greniers et des routes commerciales désormais sous son contrôle. Peu après Babylone, d'autres cités clés tombèrent l'une après l'autre. Suse avec son palais légendaire et ses immenses richesses, puis plus tard, Persépolis, le cœur cérémoniel de la Perse. Chaque cité livrée était un coup porté à l'autorité de Darius et une nouvelle force pour Alexandre. L'armée perse en déroute n'eut ni le temps ni la capacité de se réorganiser. La rapidité des marches macédoniennes était implacable et la réputation du roi conquérant grandissait à chaque pas, semant la peur et la résignation. L'effondrement du pouvoir perse ne se limita pas au domaine militaire. Le moral de l'Empire s'évanouit presque instantanément. Des satrapies entières désertèrent, offrant leur soutien à Alexandre en échange du maintien de leurs privilèges. Gouverneurs et nobles comprirent que le roi perse n'était plus en mesure de défendre ses domaines et que la meilleure voie de survie était de se soumettre au nouveau maître. Moins d'un an après Gaugamel, la structure politique édifiée par Cyrus, Cambyse et Darius Ier était en ruine. La victoire d'Alexandre ne fut pas seulement territoriale. Elle marqua le début d'une profonde transformation culturelle. En prenant possession de ces cités, il eut accès aux bibliothèques, aux trésors et aux traditions perses et commença à intégrer des pratiques grecques et perses dans son mode de gouvernement. Cette fusion devint la base de l'hellénisme, un phénomène qui se répandit dans tout le Proche-Orient et en Asie, laissant des traces profondes pendant des siècles. D'un point de vue stratégique, la chute de Babylone signifia aussi le contrôle de routes vitales pour le commerce et pour la mobilité militaire. Alexandre assura une position sûre au cœur de l'Empire et garantit des ressources presque illimitées pour poursuivre son avancée. À partir de ce moment, la guerre ne fut plus défensive, mais un mouvement systématique jusqu'à l'effondrement total de la Perse. Pour Darius, Gaugamel représenta plus qu'une défaite. Ce fut le commencement de la fin. En fuite vers l'intérieur de ses terres, il ne parvint jamais à reconstituer une armée comparable à celle qu'il avait perdue. Le pouvoir central perse était écrasé, et ce qui subsista ne fut qu'une suite de tentatives désespérées de réorganisation, toutes vouées à l'échec devant la vitesse et la détermination d'Alexandre. Ainsi, quelques semaines après Gaugamel, un nouvel équilibre de puissance émergea dans le monde antique. Ce que l'on appelait jadis l'Empire perse commença à céder la place à un nouvel ordre, celui d'Alexandre, le jeune roi macédonien qui avait défié et vaincu la plus grande puissance de la terre. Après la victoire à Gaugamel, Alexandre pénétra au cœur de l'Empire perse et se trouva face à une richesse si immense qu'elle paraissait impossible à mesurer. Ce qui, durant des siècles, avait été accumulé par les grands rois perses, or argent, pierres précieuses, objets de luxe, tapisseries, armes ornées et œuvres d'art, était désormais sous le contrôle du jeune Macédonien. La campagne, commencée comme une audace destinée à venger les anciennes invasions perses, se termina en faisant d'Alexandre le maître absolu de l'Orient, possesseur d'un trésor que le monde n'avait jamais vu réuni en un seul lieu. À Babylone et à Suse, les dépôts royaux regorgeaient. Selon les chroniqueurs de l'Antiquité, à Suse seulement, Alexandre découvrit des dizaines de milliers de talents d'argent pur et d'or frappé, ainsi que des meubles luxueux, des coffres remplis de monnaie et de bijoux symbolisant la puissance et l'opulence perse. Ces ressources furent immédiatement converties en force militaire. Grâce à cet or, Alexandre put payer son armée, recruter de nouveaux contingents, renforcer son infrastructure et financer la poursuite de sa campagne jusqu'aux confins de l'Asie. Mais l'acte le plus symbolique eut lieu lorsqu'Alexandre atteignit Persépolis, joyau architectural de l'Empire perse. Persépolis n'était pas seulement une cité, c'était un centre cérémoniel, un symbole de fierté et de suprématie orientale. En conquérant Persépolis, Alexandre adressa au monde un message clair. La domination perse avait pris fin. Pendant quelques mois, il respecta la splendeur du lieu, puis, dans un geste chargé de signification politique et psychologique, la ville fut pillée et incendiée. L'incendie de Persépolis fut interprété par beaucoup comme une vengeance des destructions infligées par les Perses à Athènes et en Grèce lors des guerres médiques. Cet événement marqua la fin définitive de la résistance symbolique perse. Tout ce qui incarnait la gloire de l'Empire brûlait désormais. Par ses gestes, Alexandre ne détruisit pas seulement le pouvoir perse, il s'appropria aussi son héritage. Il commença à utiliser une partie des ressources
et de l'appareil administratif laissé par les Perses pour consolider un empire encore plus vaste et plus efficace. Les satrapies furent réorganisées. Les nobles perses ayant juré fidélité furent maintenus dans leurs charges, et Alexandre adopta progressivement certains usages orientaux, créant une fusion entre l'Occident grec et l'Orient perse. Le prélèvement des trésors n'était pas un acte de simple pillage. Alexandre calculait l'or et l'argent collectés serviraient à entretenir sa machine de guerre pendant des années et lui permettraient de poursuivre sa marche sans dépendre exclusivement des ressources venues de Macédoine. Ce pouvoir économique assura au jeune roi la possibilité d'aller jusqu'en Inde sans manquer ni de vivres, ni d'armes, ni de soldats. Avec Gaugamel et la prise des grandes cités, Alexandre devint le maître de l'Orient. La résistance perse restante était fragmentée, et Darius, en fuite vers l'Est, n'avait plus ni autorité ni prestige pour rassembler une nouvelle armée. Dès ce moment, l'empire qui, des siècles durant, avait dominé la moitié du monde connu, cessa d'exister comme puissance indépendante. À sa place naissait un nouvel empire, réunissant deux mondes. Un empire qui, en quelques années, transformerait la culture et la politique de toute l'Asie et laisserait un héritage séculaire. Avec les richesses sous son contrôle et l'orgueil perse détruit, Alexandre disposait désormais de tout ce dont il avait besoin pour poursuivre sa marche. Mais son ambition allait bien au-delà de la victoire militaire. Il voulait devenir non seulement un conquérant, mais un roi capable d'unir des civilisations. La destruction de l'Ancien Empire n'était que la première étape d'un projet bien plus grandiose. Les récits de la bataille de Gaugamel nous sont parvenus grâce aux chroniqueurs et historiens de l'Antiquité, qui, des siècles après le conflit, consignèrent cet épisode comme l'un des exploits militaires les plus impressionnants de l'histoire. L'absence de témoignages contemporains directs fit que la narration fut bâtie sur des sources postérieures. Mais toutes s'accordent sur un point. Gaugamel ne fut pas seulement une bataille, ce fut la démonstration de la supériorité stratégique d'Alexandre face à un ennemi bien plus nombreux. Parmi les auteurs les plus importants figure Arrien du IIe siècle de notre ère, dont le Anabase d'Alexandre est considéré comme l'une des sources les plus fiables sur la campagne du conquérant. Arrian décrit la bataille avec précision, soulignant la discipline macédonienne, la capacité d'Alexandre à garder son calme face à l'écrasante supériorité numérique perse et la perfection de la manœuvre qui désorganisa le centre ennemi. Il insiste sur le fait qu'Alexandre transforma une situation presque suicidaire en victoire décisive parce qu'il contrôla le rythme de la bataille du début à la fin. Plutarque, autre auteur essentiel, dans sa vie d'Alexandre, accorde lui aussi une large place à Gaugamel. Son récit, plus littéraire et moral, n'en reste pas moins frappant. Plutarque insiste sur l'attitude personnelle d'Alexandre, relatant des épisodes tels que la sérénité de la nuit précédant la bataille, la confiance avec laquelle il dormit tandis que Darius maintenait ses hommes éveillés, et la manière dont il mena lui-même la charge décisive contre le centre perse. Pour lui, Gaugamel illustre parfaitement la façon dont le leadership d'un seul homme peut changer le destin de peuples entiers. D'autres auteurs, tels que Diodore de Sicile, Quinte Curce et Justin, relatèrent également l'événement, chacun ajoutant une nuance différente à la trame. Tous s'accordent cependant sur un point fondamental. La bataille démontra que la qualité d'une armée, combinée au génie de son commandant, pouvait triompher de nombres colossaux. Ces récits soulignent aussi l'effondrement psychologique provoqué par la fuite de Darius, qui transforma un combat d'abord équilibré en victoire écrasante pour les Macédoniens. Malgré quelques exagérations propres à l'historiographie antique, telles que l'amplification des chiffres perses ou le caractère quasi mythique attribué à Alexandre, l'essentiel de Gaugamel demeure clair. Les anciens considérèrent cet affrontement comme un tournant de l'histoire, l'événement qui scella la chute du plus grand empire oriental et ouvrit la voie à la diffusion de la culture hellénique dans des régions qui n'avaient jamais été dominées par l'Occident. L'analyse de ces auteurs est aussi le reflet de l'admiration qu'Alexandre suscita au fil des siècles. Gaugamel n'est pas seulement étudié comme une victoire militaire, mais comme une leçon de stratégie, de discipline et de commandement. Ces textes traversèrent les millénaires parce que, pour les anciens, Alexandre n'avait pas seulement gagné une bataille, il avait redéfini les limites de ce qu'un homme pouvait accomplir en tant que chef. La bataille de Gaugamel ne fut pas seulement enregistrée comme une victoire décisive d'Alexandre, mais aussi comme un véritable laboratoire de tactique militaire qui transformèrent à jamais la manière dont la guerre serait pensée
et conduite dans l'Antiquité. Ce fut là que s'imposa l'idée que l'intelligence stratégique, la flexibilité et la lecture du terrain pouvaient être plus puissantes que la simple supériorité numérique. Les innovations appliquées ce jour-là furent si marquantes qu'elles continuèrent d'influencer les armées pendant des siècles. La première grande innovation fut la mobilité de la phalange combinée à la cavalerie. Jusqu'alors, la phalange macédonienne était perçue comme une formation essentiellement statique, une barrière presque impénétrable avançant lentement. Alexandre prouva qu'avec une coordination précise, elle pouvait devenir dynamique. Il utilisa la phalange comme pivot, maintenant le centre solide tout en faisant bouger ses ailes avec élasticité, créant des angles et des ouvertures qui surprirent les Perses. Cet usage créatif de la phalange, non seulement comme défense, mais comme élément d'un mécanisme mobile, fut une révolution. Un autre aspect novateur fut la manœuvre feinte ou avance dans le vide qu'Alexandre employa sur son flanc droit. En déplaçant ses troupes en diagonale, il évita non seulement l'encerclement, mais força aussi la cavalerie ennemie à s'éloigner de sa position initiale. Cette technique, connue aujourd'hui comme attraction et rupture, devint un exemple parfait de manipulation de l'adversaire sur le champ de bataille. Elle démontra que créer une faiblesse apparente pouvait être aussi efficace que la force directe, à condition que le temps et le calcul soient maîtrisés. La neutralisation des chars de guerre perses constitua également un tournant en matière d'adaptation tactique. Alors que d'autres armées auraient été paniquées devant cette arme de choc, Alexandre avait entraîné ses hommes à ouvrir des couloirs contrôlés et à détruire la menace au moment exact. Cette idée d'absorber et de neutraliser une attaque plutôt que de l'affronter frontalement inspira, des siècles plus tard, d'autres stratégies militaires destinées à contrer des armes réputées invincibles. Un autre point remarquable fut la capacité de commandement en temps réel. Alexandre ne dirigea pas la bataille de loin. Il se plaça en première ligne, menant lui-même la charge qui brisa le centre perse. Cette proximité avec ses soldats permit des ajustements rapides et des décisions instantanées, transformant une bataille qui aurait pu sombrer dans le chaos en une séquence coordonnée de mouvements précis. Ces innovations eurent un impact immédiat et durable. Dès après Gaugamel, beaucoup comprirent que le nombre seul ne suffisait pas. Avec les siècles, des généraux romains et même des commandants modernes étudièrent les principes appliqués par Alexandre: discipline, flexibilité et lecture psychologique de l'adversaire. La bataille devint un exemple classique, montrant qu'une armée plus petite, bien entraînée et intelligemment commandée, pouvait surclasser des forces bien supérieures. Ainsi, Gaugamel ne fut pas qu'une victoire. Ce fut un manuel vivant de stratégies et de solutions créatives qui redéfinirent l'art de la guerre. Les techniques employées ce jour-là traversèrent les millénaires comme des leçons de planification militaire, démontrant que la victoire dépend moins de la force brute que de la capacité à penser, à s'adapter et à agir au moment précis. La victoire de Gaugamel ne fut pas seulement un jalon militaire, elle déclencha une transformation culturelle profonde qui façonna le monde antique pendant des siècles. En abattant définitivement l'empire perse, Alexandre ouvrit la voie à une fusion inédite entre le monde grec et les civilisations orientales. Cette interaction donna naissance à ce que les historiens appellent l'époque hellénistique, une ère où idées, coutumes, langues, religions et technologies circulèrent d'une manière jamais vue, créant un vaste mosaïque culturel qui redéfinit l'identité de nombreuses régions. Avec la conquête de Babylone, Suse, Persépolis et plus tard de toutes les satrapies perses, Alexandre ne se contenta pas d'imposer la culture grecque. Au contraire, il encouragea un échange délibéré entre Grecs et Orientaux. Il adopta certains usages perses, favorisa les mariages mixtes entre ses officiers et des femmes perses, et fonda des dizaines de cités, dont beaucoup baptisées Alexandrie, qui devinrent des centres de diffusion culturelle. Dans ces villes, des théâtres grecs côtoyaient des temples orientaux, des marchés perses accueillaient des marchands méditerranéens, et des écoles enseignaient à la fois la philosophie grecque et les savoirs scientifiques venus de Mésopotamie et d'Égypte. Le grec devint la langue commune dans des régions qui auparavant utilisèrent le perse, l'araméen ou d'autres idiomes locaux. Cette unification linguistique facilita le commerce, la diplomatie et la transmission du savoir. Dans le même temps, Alexandre conserva et adapta des éléments administratifs perses, comme le système des satrapies, qu'il maintint mais dans une vision plus cosmopolite.
Cet équilibre entre tradition locale et innovation hellénique permit à sa domination d'être mieux acceptée par de nombreux peuples. Sur le plan culturel, le contact entre ces deux mondes produisit des avancées significatives en astronomie, en mathématiques, en médecine et en philosophie. Des bibliothèques et centres d'études réunirent textes grecs et orientaux, préservant et enrichissant le savoir. La célèbre bibliothèque d'Alexandrie, fondée plus tard en Égypte, devint le symbole de ce mouvement, rassemblant des connaissances venues de tout l'Empire. Sur le plan religieux, l'impact fut considérable. Les dieux grecs commencèrent à être associés à des divinités locales, créant des syncrétismes qui donnèrent naissance à de nouveaux cultes. Cette fusion spirituelle élargit les formes de culte et renforça l'idée que des peuples différents pouvaient partager croyances et valeurs. Ce même principe toucha aussi l'art. Sculptures et peintures grecques intégrèrent des motifs et styles orientaux, donnant naissance à de nouvelles esthétiques qui se diffusèrent à travers l'Asie et la Méditerranée. Ce mouvement d'intégration culturelle, initié après Gaugamel, engendra quelque chose d'inédit, la conscience d'un monde connecté. Jusqu'alors, chaque peuple vivait enfermé dans ses traditions et ses frontières. Avec les conquêtes d'Alexandre, les limites entre Orient et Occident commencèrent à disparaître. Cet échange constant d'idées et de techniques posa les bases d'un monde plus interdépendant et cosmopolite, où le savoir et la culture cessèrent d'appartenir à un seul peuple pour devenir un patrimoine commun. Ainsi, l'héritage culturel de Gaugamel fut aussi durable que son importance militaire. La bataille ne fit pas qu'abattre un empire. Elle inaugura une nouvelle ère d'interactions humaines, où la force des armes ouvrit la voie à la force des idées. L'hellénisme né de cette rencontre de mondes continua d'influencer royaumes, cités et sociétés pendant des siècles, laissant une empreinte encore perceptible dans les fondements de la civilisation occidentale et orientale. Après la victoire de Gaugamel et l'effondrement de l'Empire perse, Alexandre ne se contenta pas d'assumer le contrôle des territoires conquis en simple envahisseur étranger. Il initia au contraire l'un des processus culturels et politiques les plus profonds de l'Antiquité, la fusion des traditions grecques et perses. Ce mouvement, né comme une stratégie de gouvernement destinée à consolider son pouvoir, créa un nouveau modèle de coexistence qui transforma à jamais l'histoire de l'Orient et de l'Occident. En entrant dans les cités perses, Alexandre ne détruisit pas tout ce qu'il trouva. Au contraire, il conserva l'appareil administratif bâti par les grands rois achéménides, maintenant les satrapies et permettant à de nombreux gouverneurs locaux de rester en poste à condition de lui prêter serment de fidélité. Cette politique se révéla judicieuse, car elle évitait les révoltes immédiates tout en gagnant le respect de peuples habitués à des siècles de traditions propres. Contrairement à d'autres conquérants qui imposaient des changements brutaux, Alexandre rechercha la coopération, conscient que la culture perse possédait une richesse et une organisation susceptibles de renforcer son projet impérial. L'un des aspects les plus visibles de cette fusion fut l'adoption de coutumes perses au sein même de la cour macédonienne. Alexandre porta parfois des vêtements perses, participa à des cérémonies orientales et intégra à son entourage proche conseillers et nobles perses. Loin d'être une soumission, ce geste constituait une stratégie destinée à montrer au peuple conquis que le nouveau souverain n'était pas seulement un envahisseur, mais un dirigeant désireux d'unir les traditions. Sa célèbre décision d'encourager les mariages mixtes, comme lors de la grande cérémonie de Suse, où des centaines d'officiers macédoniens épousèrent des femmes perses, symbolisa ce projet d'intégration. Les cités fondées par Alexandre constituèrent un autre instrument puissant de cette fusion. Ces cités, appelées Alexandrie, éparpillées de l'Égypte aux frontières de l'Inde, devinrent des points de rencontre des cultures. On y parlait grec et perse, les marchés proposaient des produits venus d'Orient et de Méditerranée, et l'on y trouvait écoles et temples combinant styles architecturaux différents. Ces nouvelles métropoles devinrent le décor idéal pour l'émergence d'une société cosmopolite, où marchands, philosophes, artistes et soldats d'origines diverses coexistaient. Sur le plan militaire et administratif, Alexandre intégra des soldats perses à son armée et enseigna aux alliés orientaux des techniques grecques, créant une force multiculturelle capable d'opérer dans des régions variées. Cela augmenta sa capacité de combat tout en effaçant progressivement les barrières entre Grecs et Perses, forgeant une identité commune fondée sur la loyauté envers le nouvel empire. Cette fusion ne se fit cependant pas sans résistance. De nombreux Macédoniens traditionnels
considéraient avec méfiance ces mesures, estimant que leur roi orientalisait trop. De leur côté, certains Perses répugnaient à adopter des usages grecs. Pourtant, le projet d'Alexandre dépassait ces tensions. Il croyait que la véritable force de l'Empire résidait dans l'union et non dans la division. Il continua donc à encourager le mélange des idées, des pratiques et des populations jusqu'à la fin de sa vie. Avec le temps, cette fusion des mondes s'affirma dans ce que nous appelons l'hellénisme, une époque où l'héritage grec et la tradition orientale se mêlèrent dans presque tous les aspects de la vie, politique, économie, art, religion et sciences. L'impact de cette rencontre fut si profond que même après la mort d'Alexandre, les royaumes hellénistiques prospérèrent encore grâce à cette combinaison de cultures. Ainsi, Gaugamel ne se limita pas à la chute d'un empire. La bataille donna naissance à un nouveau modèle de civilisation. Pour la première fois de l'histoire, Orient et Occident commencèrent à parler un langage commun, non pas seulement une langue, mais une vision partagée du monde, qui façonna le destin de peuples entiers pendant des siècles. Derrière la grandeur de Gaugamel et la renommée d'Alexandre et de Darius III se cachent aussi des récits moins connus qui révèlent la dimension humaine et inattendue de cette bataille. Ces détails souvent négligés aident à comprendre que la victoire macédonienne reposa non seulement sur les chiffres et les stratégies, mais aussi sur des décisions, des personnages et des épisodes singuliers. Un récit marquant concerne le rêve d'Alexandre, la nuit précédant la bataille. Les auteurs antiques, comme Plutarque, rapportent qu'il dormit profondément et rêva d'une figure sacrée, symbole de victoire, lui assurant que Gaugamel serait le théâtre de sa consécration. Cet épisode fut interprété par les soldats comme un signe que les dieux soutenaient leur jeune roi, renforçant encore la confiance de l'armée. Un autre point peu connu est l'importance de Parménion, le général le plus expérimenté d'Alexandre, chargé de commander le flanc gauche durant l'affrontement. Tandis qu'Alexandre menait sa manœuvre audacieuse à droite, Parménion subissait une pression énorme, empêchant la cavalerie perse de rompre cette partie de la ligne. On rapporte qu'à un moment, il envoya des messagers demander de l'aide, mais Alexandre ne dévia pas de son plan, convaincu que Parménion tiendrait. Cet équilibre entre audace et confiance dans ses lieutenants fut décisif pour que la stratégie fonctionne sans s'effondrer. On parle rarement aussi des écuyers et des simples soldats, dont le rôle fut essentiel dans la neutralisation des chars perses. Ces hommes, entraînés à garder leur calme, ouvrirent les couloirs qui désorganisèrent l'assaut initial. Sans cette discipline, toute la stratégie aurait pu échouer dès le début. Beaucoup périrent anonymement, mais ils furent ceux qui transformèrent la première ligne en un mur infranchissable. Un détail singulier concerne les chevaux de guerre perses. Durant la confusion, beaucoup s'effrayèrent des lances et du vacarme assourdissant, rendant les chars dangereux pour leur propre armée. La supériorité numérique se retourna souvent contre les Perses, car la poussière et le chaos transformèrent leurs propres armes en obstacles. On trouve également des mentions de l'usage subtil du terrain. Bien que Darius eût fait aplanir la plaine, Alexandre exploita de petites irrégularités et variations de sol pour déplacer ses troupes de manière plus protégée, utilisant ces différences imperceptibles comme barrières naturelles contre les assauts rapides. Ce type d'observation, qu'un commandant exceptionnellement attentif seul pouvait remarquer, fut l'une des clés du succès de sa manœuvre diagonale. Parmi les personnages oubliés figurent aussi les éclaireurs et informateurs locaux, qui tout au long de la campagne fournirent des renseignements cruciaux sur l'ampleur et la disposition de l'armée perse. Grâce à eux, Alexandre savait exactement où frapper, combien de chars il affronterait et comment réagir au déploiement ennemi. Enfin, une curiosité politique mérite d'être notée. Après la bataille, certains nobles perses capturés furent traités avec respect et invités par Alexandre à rejoindre son armée. Ce geste inattendu renforçait sa politique de fusion culturelle et transforma d'anciens ennemis en alliés pour la poursuite de son expansion. Ces petites histoires, en apparence secondaires, montrent que Gaugamel ne fut pas seulement la bataille des grands noms. Ce fut un événement où chaque décision, chaque détail et chaque soldat jouèrent un rôle dans le dénouement d'un affrontement qui, des siècles plus tard, résonne encore comme un exemple de planification et de courage. Après la victoire de Gaugamel, la renommée d'Alexandre se diffusa si rapidement que la bataille cessa d'être seulement un épisode militaire pour devenir entouré de récits légendaires, souvent exagérés ou idéalisés, qui traversèrent les générations. Ces récits, forgés aussi bien par ses admirateurs que par les peuples conquis,
transformèrent l'affrontement en quelque chose de plus grand qu'un simple événement historique, consolidant l'image d'Alexandre comme un commandant presque surhumain. L'une des légendes les plus récurrentes concernait l'aura quasi-divine d'Alexandre sur le champ de bataille. Selon des récits ultérieurs, au moment de la charge décisive contre le centre perse, certains soldats jurèrent avoir aperçu une lumière entourant le jeune roi, comme s'il était protégé par les dieux. Cette vision fut interprétée comme la preuve qu'il ne combattait pas seul, mais sous la protection de Zeus, d'Athéna ou d'Héraclès, figures mythologiques auxquelles il prétendait lui-même appartenir par sa lignée. Un autre récit légendaire mettait en avant Bucéphale, le cheval d'Alexandre, qui aurait foncé sur les Perses avec une telle bravoure et une telle vitesse qu'il semblait comprendre ce qui était en jeu. La relation presque fusionnelle entre le commandant et sa monture devint un thème de récit qui dépassèrent le cadre militaire, transformant Bucéphale en symbole de loyauté. Des siècles plus tard, l'image d'Alexandre monté sur Bucéphale à Gaugamel restait représentée comme une scène d'invincibilité pure. Des exagérations naquirent également autour de la taille de l'armée perse, décrite dans certaines versions comme dépassant le million d'hommes. Cette hyperbole servait à magnifier encore davantage la victoire macédonienne en la présentant comme une prouesse impossible. Plus le nombre attribué aux Perses était grand, plus la gloire d'Alexandre apparaissait immense. Des mythes de présage furent aussi créés. Certains écrivains affirmaient que, la nuit précédant la bataille, des signes célestes apparurent, étoiles filantes, grondements mystérieux ou vents soudains, interprétés comme des augures de victoire. Ces éléments surnaturels participaient à construire l'image d'Alexandre comme un homme choisi par les dieux pour changer le destin du monde. Avec le temps, la bataille fut également perçue comme un exemple presque didactique de génie militaire. Des généraux romains et d'époques postérieures étudièrent Gaugamel dans leurs académies militaires, ce qui renforça son caractère culturel et symbolique. La bataille était racontée et répétée sur un ton toujours plus épique. Les manœuvres d'Alexandre étaient décrites comme des mouvements parfaits d'un jeu d'échecs, et son sang-froid face à la supériorité numérique ennemie était exalté comme une qualité d'un chef inspiré par les dieux. Certaines versions populaires attribuèrent de même à la bataille des éléments fantastiques, comme l'idée que Darius aurait été sauvé par une tempête envoyée par les dieux, ou que des esprits auraient guidé Alexandre dans la poussière du champ. Ces ornements narratifs éloignés de la réalité contribuèrent à transformer Gaugamel en mythe, renforçant son importance dans la mémoire collective. Ainsi, plus qu'un combat pour la suprématie militaire, Gaugamel devint un symbole universel d'intelligence, de courage et de destinée. Encore aujourd'hui, il est impossible d'évoquer les grandes batailles de l'histoire sans mentionner ce moment où la capacité d'un chef changea non seulement l'issue d'une guerre, mais aussi la manière dont la guerre elle-même serait à jamais rappelée. La bataille de Gaugamel, livrée le 1er octobre de l'an 331 avant notre ère, ne fut pas seulement un affrontement entre deux armées. Elle constitua un tournant décisif qui redéfinit l'histoire politique, culturelle et militaire du monde antique. Ce qui se passa sur cette plaine de Mésopotamie dépassa la logique des chiffres et de la force brute. Face à un ennemi écrasant en nombre, Alexandre démontra que discipline, préparation et vision stratégique pouvaient surmonter tout désavantage apparent. La victoire acquise scella la chute du plus grand empire de l'époque, celui des Perses, et transforma un jeune roi macédonien en maître de l'Orient. Gaugamel est considéré comme l'une des plus grandes victoires de l'histoire pour plusieurs raisons. D'abord par le contraste entre les deux camps. D'un côté, le colosse perse, avec une armée de dizaines, voire de centaines de milliers d'hommes, soutenus par des chars et des éléphants, disposant de ressources pratiquement illimitées. De l'autre, un contingent macédonien réduit, discipliné mais épuisé par des années de campagne. Cette disparité rendait la victoire d'Alexandre presque impossible, ce qui amplifie encore sa grandeur. Ensuite, par l'exécution impeccable de la stratégie, Alexandre transforma le champ de bataille en un véritable échiquier, utilisant chaque mouvement adverse à son avantage, de la neutralisation des chars perses à la manœuvre feinte qui attira la cavalerie ennemie, jusqu'à la charge finale contre le centre où se trouvait Darius. Chaque étape fut calculée avec une précision extrême. Rien ne fut laissé au hasard. Tout résulta d'un plan, d'un courage constant et d'une capacité à s'adapter au moment opportun. Un autre facteur qui fait de Gaugamel un jalon majeur est sa conséquence directe sur l'équilibre mondial. La défaite perse ouvrit la voie à la chute de Babylone, de Suse et de Persépolis.
détruisant un empire qui avait dominé l'Orient pendant plus de 2 siècles. En quelques mois, Alexandre contrôlait la majeure partie du monde connu et inaugurait une nouvelle ère culturelle, marquée par la fusion des traditions grecques et orientales, que nous appelons hellénisme. Autrement dit, Gaugamel ne décida pas seulement une guerre, elle transforma la face politique et culturelle d'un continent entier. La bataille se distingua également comme un exemple éternel de leadership. Alexandre ne dirigea pas de loin, il se plaça en première ligne, mena la charge décisive et partagea les risques de ses hommes. Sa présence inspira confiance et courage, transformant la morale de son armée en une arme aussi puissante que ses lances et ses chevaux. Cette attitude suscita une loyauté totale, qui se manifesta dans chaque mouvement du champ. Enfin, l'impact symbolique de Gaugamel est incommensurable. Depuis l'Antiquité, elle est étudiée dans les académies militaires comme une leçon de tactique et de commandement. Dans le même temps, la bataille engendra légendes et mythes qui consolidèrent l'image d'Alexandre comme un homme promis à des exploits grandioses, presque surhumains. En une seule journée, l'équilibre du pouvoir mondial bascula à jamais. Gaugamel est donc rappelé non seulement comme une victoire, mais comme une leçon d'intelligence, de planification et de commandement. Un exemple suprême de la manière dont la détermination et la vision d'un seul homme peuvent changer le destin de civilisations entières. À la fin de cette journée, sous un ciel marqué par la poussière et le sang, un nouveau chapitre de l'histoire commença, celui où Alexandre le Grand devint véritablement le conquérant du monde.